Bon les amis, bienvenue sur un nouvel épisode de SaaSmaker. Aujourd'hui j'ai réussi à réunir Baptiste, Valérian et Yaël pour parler de l'AI en fait, sujet de l'AI. Il y a une question d'ailleurs les gars avant qu'on commence. Est-ce qu'il y a un sujet sur l'AI que vous avez vu récemment dans le SaaS, d'implémentation ou n'importe quoi qui vous a vraiment bluffé ces derniers jours? Ouais, moi j'ai vu Cerebras, un projet de... Je sais pas si c'est d'Ilian Lequin, mais en tout cas il est proche, c'est lui que j'ai vu en parler. Qui est une API d'inférence, un peu comme l'API de Claude, de ChatGPT, qui est super rapide, genre 1400-1500 tokens par seconde. Et je me suis dit, en fait la vitesse c'est un peu des bottlenecks qu'on a avec l'AI actuellement, et je me suis dit, si ça va à cette vitesse-là sur tous les devices, dans tous les cas d'usage, ça va être dingue. Je me suis dit, ouais, c'était un des projets intéressants que j'ai vu. Ouais, donc 1400 tokens par seconde sur quel type de... je sais pas ce que c'est leur... c'est une API, donc on l'a vu là. Okay. Du coup, je sais pas ce que c'est leur infrastructure derrière, mais je pense que c'est un truc propriétaire, parce que atteindre cette vitesse-là, c'est bluffant. Et ils run des modèles open source? Ils run Llama uniquement pour l'instant. Donc, genre, ça tourne à 1400 tokens seconde, c'est quelle version de Llama? 3.1 ou 3.2 avec la 405B la plus grosse. Ah ouais. Oui, et c'est ça qui est impressionnant. Ah oui, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Ouais, ça m'a bluffé. Et je crois que sur la 8B, c'est encore plus rapide. C'est encore plus rapide. Oui, d'un ratio démentiel. Ouais, c'est ahurissant. La vitesse, c'était... En fait, il y a une démo, moi j'ai apply pour avoir accès à leur API. Et du coup, j'ai eu accès au chat. En fait, c'est vraiment une autre expérience que ChatGPT, parce que tu poses n'importe quelle question. En fait, même avec le streaming, du coup, sur ChatGPT, tu vois la réponse apparaître petit à petit. Et là, avec le serveur d'inférence, chez eux, tu fais une question et c'est comme si tu faisais une query sur Google, en fait. Ça te répond instantanément. Du coup, c'est bluffant. Et pour quel tarif, tout ça? Je crois que c'est moins cher que l'API de ChatGPT. Ouais, c'est donc... J'ai pas le pricing exact, mais c'est moins cher, en tout cas. Donc, on va imaginer, ça doit être 1 centime, les 1000 tokens, ouais, un truc comme ça, même moins cher que ça. Ouais, c'est moins cher, je pense. Ouais, parce que c'est le prix de ChatGPT, ça, 1 centime les 1000. Ça dépend des modèles. Récemment, ils ont sorti des modèles encore plus petits et qui divisent par 10 ou 20 les tarifs. Ouais, j'ai vu, il y a l'inverse aussi avec O1 là qui a multiplié exactement par le pricing. Ils ont augmenté les tarifs sur le O1 à fond. Je pense qu'on pourra en reparler après, mais il y a eu récemment une nouvelle nouveauté chez OpenAI où ils ont sorti donc O1. Et O1, la promesse, c'est d'avoir un modèle qui s'exécute plus longtemps, mais en fait avec une meilleure qualité. Extrêmement fait pour des requêtes. Tu demandes le plus d'intelligence possible à un modèle, mais la contrepartie, c'est que tu payes plus. Oui, et que c'est bien plus lent aussi. Ouais, 10 fois plus lent. Donc en fait, on arrive dans l'AI sur on va dire que le game changer, c'est vraiment la rapidité de réponse et la qualité. Et la qualité. Quelle est la différence avec O1 mini? Parce que du coup, O1 mini, ils ont bien sorti un O1 mini, non? Si je me trompe pas. Alors, je suis pas expert en O1, mais en général, OpenAI font des versions mini de leur modèle. En fait, c'est des versions distillées, des modèles plus grands. Et donc, le modèle est moins intelligent, mais tu payes moins cher aussi. C'est comme comparer à l'époque GPT 3.5, la version turbo par rapport à la version d'avant. Et turbo, c'est parce que j'ai jamais compris les différences. Donc, il y a mini, turbo, la version classique. Donc, turbo, c'est qu'elle elle crache beaucoup plus de tokens par seconde. Ouais, alors c'est qu'elle est moins chère, elle est plus petite. Alors, en fait, OpenAI, ils annoncent jamais la taille de leur modèle, etc. Mais moi, mon hypothèse, c'est que quand ils sortent un modèle, par exemple, récemment, ils ont sorti un modèle de voix. C'est le modèle donc ils avaient fait la démo, la sortie GPT-4o. Tu peux parler que réellement, il comprend ta voix et du coup, il peut adapter sa voix en sortie. Tu lui demandes de faire une chanson, le modèle il peut chanter. Si tu demandes de parler de manière robotique, et il comprend. Même apparemment, si tu fais écouter une musique, il peut te refaire la partition, il peut accorder ta guitare. Vraiment une vraie compréhension de l'audio. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est des modèles vraiment purs, dans le sens où c'est directement le modèle sorti d'entraînement. Et en fait, là, le modèle, il est pas sorti pour l'Europe. Et je pense que l'hypothèse, c'est qu'en fait, ils veulent que des utilisateurs américains l'utilisent, faire plein d'input-output, ils vont tout enregistrer, et en fait, ils vont réentraîner un plus petit modèle avec toutes ces input-output. Okay. Et c'est là que tu arrives à ce qu'on appelle distiller un modèle. Okay. En fait, distiller un modèle, ça consiste à faire
t'as un gros modèle directement sorti d'entraînement, tu fais un plus petit modèle, mais avec, en sortie, c'est les outputs de ton précédent modèle. En fait, c'est tes utilisateurs qui réentraînent un modèle. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le mettent pas en Europe. Le truc de l'absence en Europe, c'est pas aussi dû au fait qu'il est capable de lire les émotions dans la voix et que c'est interdit. Enfin, que c'est déjà. Non, mais c'est pas tout simplement avec le AI Act et que du coup, aujourd'hui, t'as des requis légaux où tu dois déclarer ton modèle et. Enfin, je pense vraiment l'hypothèse qu'ils sont en train de faire des inputs des utilisateurs pour réentraîner un plus petit modèle. Avant de faire une sortie globale. Et que en fait, ça permet de tirer les données des utilisateurs américains pour ça. Mais c'est pareil entre GPT-4 et la version suivante, les versions turbo de GPT-4. En fait, les versions turbo de GPT-4, c'est des versions distillées des plus petits modèles, entraînés avec les inputs des gros modèles. C'est-à-dire, genre, cette réponse n'est pas qualitative. Les gens qui jugent aussi les réponses sur l'interface de. Par exemple, de GPT. Donc, comment distiller un modèle issu de GPT-4. Donc, par exemple, tu prends un Llama 3, genre la version 8B open source de Llama 3. Tu fais plein de requêtes à GPT-4. Tu recordes les entrées-sorties de GPT-4. Tu prends ton petit Llama et tu le réentraînes avec les entrées-sorties de GPT-4. Et donc, du coup, t'as un modèle qui est beaucoup plus petit, mais qui se comporte à peu près pareil que GPT-4. En fait, OpenAI font la même chose, mais avec leur propre modèle. Ça permet de les optimiser, quoi. Et genre à l'heure actuelle, tu vois, genre imagine tu montes un SaaS et tu veux commencer à jouer un peu avec l'AI. Vous conseillez quel modèle pour commencer à faire des choses sympathiques sans forcément devoir se câbler à une API qui va être assez vite chère, je pense, surtout quand tu commences à taper fort. Est-ce qu'il y a des modèles en fait aujourd'hui qui sont intéressants pour ça? Nous, on utilise Llama, je pense que c'est le mieux qu'il y a pour l'instant. Enfin, en open source, qui est capable de te répondre intelligemment, je pense que c'est le mieux. Mais il y a vraiment deux teams après. Est-ce que tu utilises une API et finalement tu payes pour des tokens, mais toi derrière tu as ton truc en Node.js et c'est simple et pratique? Ou alors est-ce que tu fais comme Yael ou enfin comme chez vous, comme chez nous, tu prends ton GPU, tu le bichonnes, tu mets un truc avec du Docker, t'installes l'armée de drivers CUDA et là tu fais ton inférence à toi et il y a deux équipes, quoi. Mais tu dois adapter tes pricing, parce que ça peut vite coûter cher, c'est ça que je comprends. Ça dépend. Vous faites du scrapping avec de l'AI, vous appelez votre GPU autant de fois que vous voulez, vous le saturez, et puis... on a un bottleneck qui est le nombre de requêtes qu'on peut traiter par seconde. Et ça, du coup, quand tu self-host, ou que tu loues des serveurs et que tu as tes propres GPU, c'est ça ton bottleneck, c'est la quantité de données que tu vas pouvoir traiter. Si jamais ton bottleneck, il est pas, nous, c'est pas un problème, en fait, qu'on puisse traiter 2000, 3000, 5000 domaines par heure. C'est pas un énorme problème, compte tenu qu'on peut, tant que la demande client dépasse pas ce volume-là, en fait. À partir du moment où ta demande client va dépasser ce volume-là, soit tu deviens une boîte d'AI, et du coup, tu vas hoster tes propres serveurs, tu vas faire tout toi-même, mais là, du coup, ça va te coûter une personne à plein temps là-dessus. Ou alors, du coup, tu vas prendre une API comme celle de Cerebras dont je parlais avant, ou celle de ChatGPT, Claude, whatever. Et là, à ce compte-là, du coup, t'es pas une boîte d'AI, t'es pas une boîte d'hébergement, mais par contre, t'as un scale infini, mais ça va te coûter très cher. Du coup, c'est un trade-off à faire. Un scale minimum pour justifier les GPU quand même. Parce qu'une L40S chez Scaleway, c'est 1000 € par mois. Et en fait, c'est un frais fixe, quoi. Et en fait, si tu satures pas tout le temps ton GPU à au moins 50%, tu vois, c'est... Faire le calcul, mais peut-être qu'une API serait plus rentable, en fait, pour beaucoup de personnes. Donc pour démarrer, il vaut mieux taper sur une API plutôt que de s'amuser à... Oui, clairement. Sauf si vous avez des cas d'usage un peu spécifiques, du style chez vous, ou du scrapping. Nous, c'est vraiment, on est vraiment dans je pense, la marge où, en fait, on a un gros volume parce qu'on sait que d'avance, on va aller sur des millions de sites. Du coup, nous, on sait que le volume, il va être gigantesque. Donc, en fait, dès le départ, c'est beaucoup plus rentable pour nous de passer par un truc self-hosté. Par contre, si tu fais une boîte qui améliore un workflow existant et que c'est à la demande. Pour de recrutement, par exemple. Voilà, exactement. C'est quand c'est des gens qui vont venir et qui vont poser une question qui va passer par un LLM. Là, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, t'as pas besoin de déployer toute l'arme. Comme il dit, de mettre notre propre serveur, etc. Nous, on est dans une frange un peu, je pense, un peu. Il n'y a pas le choix, en fait. Il y a quelque chose que j'ajouterais aussi. Bon, ça, c'est par expérience chez Crisp. Quand vous voulez réduire les coûts et que vous voulez du GPU, donc il existe ce qu'on appelle les slices de GPU. On en parlait avec Yael, justement. Nous, on a eu beaucoup de problèmes, en fait, à utiliser ça parce que on a du mal à l'expliquer, mais parfois, il y avait des plantages machines. Parce qu'en fait, quand tu as un slice GPU, tu as une L40, par exemple, une A40. Elle est divisée en 8, par exemple. Donc, tu as potentiellement des voisins
donc 7 autres personnes à côté de toi qui utilisent la même carte graphique. Et parfois, je sais pas, des bugs, quelqu'un remplit la RAM de la carte graphique à côté de toi. Ça, tu l'as vu aussi. Bah nous, c'est sur notre propre serveur, en fait, ça arrivait. Et t'as des crash système. Et nous, on voyait beaucoup notre On a un paquet de crash system, ouais. notre hosting provider qui arrêtait pas de nous envoyer des emails, physical node rebooted, quoi. Parce qu'en fait, la carte graphique avait crashé. Et en fait, nous, on utilisait la carte graphique correctement, on la chargeait pas, enfin, il y avait suffisamment de RAM. Mais peut-être qu'il y avait un voisin, en fait, qui l'a chargé pour faire de l'entraînement, par exemple. Et en fait, du coup, ça fait crasher tout le monde. Et le problème, c'est quand tu utilises ça pour de la production, c'est pas du tout stable. Pour de l'entraînement, ok. Pour la production, il faut absolument avoir ton GPU à 100%. C'était ça le truc. Et depuis qu'on a migré justement toute la plateforme d'AI chez Crisp sur des GPU à 100%, on n'a plus aucun souci. On a changé aussi de presta. Parce qu'il y a deux choses en fait. Un truc aussi qui est important de dire, c'est que tout le monde s'imagine que l'AI aujourd'hui c'est très très cher et qu'il faut des gros serveurs, genre les Nvidia A100 ou même les dernières, je sais plus quelles sont les dernières, enfin des GPU à $30,000 quoi. Mais la vérité c'est que les GPU consumer de chez Nvidia, genre 90. exactement, une RTX 4090, eh bien en fait elle fait beaucoup mieux que n'importe quel GPU de serveur d'NVIDIA. Genre sur quel type de calcul, non? Parce que c'est pas une histoire de cœur CUDA 8 bits. En fait, c'est juste une histoire d'optimisation de la chaleur. En fait, les serveurs qui sont dans les data centers doivent avoir une histoire de refroidissement passif, là où ton GPU dans ton ordi, il souffle, il a un blower qui émet de l'air chaud, et ça, il déteste ça dans les data centers parce que ça crée des histoires de mouvement d'air chaud, il déteste ça. Et donc du coup en fait les GPU de gaming en fait sont excellents et beaucoup moins chers. Nous chez Crisp, on a un petit ordi de test pour faire de l'AI, parce qu'en fait tu peux pas faire vraiment de l'AI sur un Mac. Ça marche pas, tu peux pas avoir tu peux pas faire tourner d'NVIDIA. Même sur un dernier Mac. Non, mais en fait, juste l'environnement Mac, bah, tu peux pas brancher une carte graphique dessus, c'est plus possible. Et donc, nous, on a fait un petit PC, tu vois, qui est branché, et qu'on peut accéder comme ça avec Cloudflare Tunnel. Et la carte graphique dessus, c'est une carte graphique à 250 €, quoi. Et cette carte graphique-là, elle a des performances identiques à des GPU qui coûtent plusieurs milliers d'euros aujourd'hui. Par mois? Par an? À l'achat, en tout cas, de data center. Donc, 40-70. Donc, on va dire, si tu loues le même GPU chez un hosting provider, tu le payes 500 balles par mois, quoi. Alors que là, tu l'as pour 200 et quelques euros une fois chez toi. C'est clair. Bon, après, tu payes l'électricité, mais ça veut dire que pour faire du scrapping, tu vas chez LDLC, t'achètes à monsieur LDLC plusieurs GPU de gamer. Tu fais ça dans un petit rig à pas cher, quoi. Et c'est un rig d'occasion reconditionné. Oui, comme les cryptos, c'est mort. Exactement. Ils les vendent tous. Ce que j'allais dire, c'est le bon coin aussi, les gars. Ouais, monsieur, le bon coin, tu mets rig gaming sur le bon coin. T'as les mecs, ils les donnent parce que ça marche plus. C'est mort sur les cryptos. Bah, c'est de moins en moins rentable. C'est pas mort, mais en Europe, c'est plus rentable. À cause de le prix de l'électricité? Bah, le prix de l'électricité, puis en fait, t'as le prix de l'électricité qui monte et le prix de la crypto qui down, donc du coup, en même temps, ça fait mal, quoi. Et puis, je pense en Europe, c'est terminé, là. C'est une course à l'armement aussi, les gens qui font de la crypto, parce que comme les GPU sont de plus en plus performants, bah, ton GPU qui venait de la crypto, faut le remplacer, faut en mettre un plus performant, etc., etc. Tu fais même plus de la crypto avec des GPU, aujourd'hui, c'est des ASIC, enfin, c'est des cartes. Oui, mais ça fait le même principe. Oui, mais t'as beaucoup plus de puissance. Ils les vendent, leur rig. Ouais. Ils les vendent, et puis, bah, en fait, les cartes graphiques, elles valent plus rien dessus, tu les enlèves, et puis... On en avait vu, je crois, quand on regardait au début pour en acheter, on en avait vu même sur le bon coin, à Nantes, il y en avait qui en vendaient, donc s'il y en a qui en vendent à Nantes... Le risque, c'est qu'elles soient un peu cramées, quoi. Ouais, c'est ce que... Non, mais tu les enlèves, les cartes. Non, mais je veux dire, si tu utilises une carte graphique qui a servi aussi dans la crypto... Ouais. Bah, elle peut ne pas tenir longtemps, quoi. Ah ouais. D'ailleurs, sur le dernier Thinkerview, sur les cryptos, il y avait un mec qui faisait du minage. Il était à Nantes, d'ailleurs, je crois. Et il partait s'exiler le pays, la Salvador. Ouais. Et en gros, il racontait la même chose. Toi, ils utilisent plus d'NVIDIA, ils utilisent des trucs spécifiques. En fait, les FPGA et les ASIC. Ouais.
C'est des trucs vraiment spécifiques pour miner en fait. Hein. Ouais. Donc effectivement, Mais ça fait longtemps hein, déjà. Je me Mm. souviens. C'était quoi? Tu remontais en 2014. T'avais déjà des sociétés chinoises souvent qui concevaient des FPGA, des ASIC. Tu sais, c'était l'époque où tout le monde minait sur Raspberry Pi ou ce genre de choses. C'était possible. un truc plus rentable. Et en fait, c'est avec ça, ils ont défoncé tout le monde en fait, et tout le marché en fait s'est mis à acheter ce type de matériel, et du coup c'était plus du tout rentable en fait de miner sur du matériel de PC quoi. D'ailleurs, je me demande si, enfin, pour Cerebras, le truc dont je parlais tout à l'heure, je me demande si c'est pas une nouvelle infra de ce style-là qu'ils utilisent pour faire tourner leur modèle. Parce que dans mes Des TPU ou des... ouais, dans mes Mais c'est comme Grok oui, exactement. qui fait ça. Exactement, oui. En fait, et je pense que c'est un bon suivi, c'est que c'est pareil aujourd'hui dans l'IA. Les GPU qui sont aujourd'hui dans l'IA, dans 2 ans, ça ne vaudra plus rien. Ouais. Mais vraiment, plus rien. Mhm. Et parce que c'est la loi de Moore, quoi. Et aujourd'hui, les GPU qu'on utilise dans le monde de l'IA sont pas du tout optimisés pour l'inférence, par exemple. Donc C'est quoi l'inférence d'ailleurs, si tu peux le dire? Donc l'inférence, c'est le mot utilisé dans l'IA ça veut juste dire faire tourner un modèle quand tu fais une requête à ChatGPT, c'est une inférence. C'est juste une requête quoi. Donc faire une inférence sur un GPU, aujourd'hui, tu utilises pas tous les cœurs du GPU, parce qu'en fait les GPU ils ont été optimisés pour l'entraînement des modèles. Et les modèles, tu les entraînes sur des virgules flottantes, enfin sur des cœurs en 32 bits ou en 64 bits. Et en réalité, les modèles, quand tu fais une inférence, donc tu fais une requête, quand tu utilises ton modèle, en réalité aujourd'hui on utilise du 16 bits ou du 8 bits ou voire même du 4 bits. Mhm. Or, en fait, à chaque fois, tu as une loi de 2 ou de 4, à chaque fois quand tu passes de 64 à 32. Donc en fait, si t'avais que des GPU qui font que du 4 bits ou que du 8 bits, en fait, les GPU, ils seraient fastoche 30 fois plus performants juste sur le silicium disponible, quoi. Après, il faut différencier les GPU qui servent au training et à l'inférence. Exactement. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de différenciation. Et c'est comment ça s'appelle, les SLM, les petits modèles? Oui, exactement. Les LLM et SLLM, je crois. Les SLM, oui. SLM, ouais, c'est ça. Small Language Model. Et c'est ce qui va arriver c'est ce qui arrive avec Apple Intelligence, a priori, sur les iPhones, tout ça. Ah, c'est vraiment sur le device, quoi. Ouais. C'est des modèles qui font moins d'1 giga, 2 gigas, et en fait que tu peux charger comme ça sur des devices de commodité, donc ton Mac, ton iPhone, et qui coûtent en fait pas grand chose à exécuter, quoi. Intéressant. D'ailleurs, j'ai pas trop suivi ce qui s'est passé avec Apple Intelligence. J'avoue que justement, ça c'est un avantage. Et ça, c'est un des trucs où Apple risque d'être très très bon dans les années à venir, peut-être sur les SLM. Parce que Google aussi, hein. Mais Microsoft aussi a investi énormément là-dedans. Le partenariat avec OpenAI, ça veut dire que ça on parle de SLM, donc c'est-à-dire que le modèle tourne en local sur l'iPhone, mais oui. Il s'agit de quoi en fait de faire un partenariat avec OpenAI? C'est OpenAI qui produit le SLM. Il y a pas que OpenAI qui fournit le SLM, il est con. C'est-à-dire qu'en fait, il va juste servir dans Apple Mail à faire la correction orthographique très intelligente, du summary très intelligent. Pour Siri à enfin avoir un Siri qui au moins comprend ce que tu lui demandes. Ouais, enfin, ouais. Mais à la fin, le système, il sera con. Ça reste Siri. Mais par contre, ils ont prévu pour Apple, ils ont prévu de ne pas avoir que des SLM sur le device. Ils ont aussi un serveur, chez eux. Ouais. Mais à la fin, je pense qu'Apple a conscience qu'ils sont pas prêts. Et donc, il va y avoir un truc, si j'ai rien compris, je route ça vers OpenAI, vers Anthropic. Ouais. Exactement. Mais c'est hyper utilisant et c'est hyper bien parce que, par exemple, moi, dans la voiture, j'utilise beaucoup CarPlay. Et parfois, t'es tout seul dans ta voiture et puis tu te poses des questions. Et moi, ça m'arrive d'utiliser ChatGPT dans la voiture, mais il n'y a pas d'intégration native. Alors que tu vois, directement sur le volant, tu pourrais poser une question à ChatGPT et c'est vachement cool, tu vois, comme notion de... T'es plus tout seul dans ta bagnole et tu peux... ça va être quelque chose. Hein. Exactement, ouais. Mais le monde a changé. Hein. Ouais, c'est clair. Même pour ami virtuel. Ouais, de ouf. Tu le vois partout dans ta voiture. Ouais. Je pense qu'on va vraiment arriver à un monde comme ça, hein, genre les copines virtuelles, amis virtuels. Ouais, ça existe déjà. Hein. Ça existe déjà. Et je pense même que le premier continent qui va Mais je pense que ça va être généralisé.
tu vas avoir des continents en Asie, etc., où ça va. Ouais, je pense. En fait, je pense qu'on va vraiment avoir des différences d'usage entre les continents, à mon avis. Hein. Parce que Le film Her, je sais pas si vous avez vu le film Her. Si, bien sûr. Ça va vraiment devenir une réalité. Ouais. Bah ouais. C'est pas pour rien qu'ils ont pris la voix de Scarlett Johansson, enfin qu'ils avaient voulu voler la voix de Scarlett Johansson pour la démo de la Void, celle de. Il paraît que ce n'était pas sa voix. Mais... Ouais. Ah, ben justement, le moment voix, est-ce que vous voulez voir comment on clone une voix? Vas-y. Alors, attendez, c'est une appli, donc en gros, c'est un truc qui se chope sur GitHub, qui s'appelle MMVC, donc c'est en gros, ça s'installe assez facilement sur un ordi. Donc là, juste pour les besoins de la démo, je vais brancher ça sur ma carte son. Donc voilà, donc là, je viens de setup l'ordi. Et donc, on parlait de Scarlett Johansson et on peut faire des deepfakes de voix maintenant. Donc juste avec ce logiciel qu'on vous mettra le lien dans la description de la vidéo. Donc qui s'appelle, c'est Voice Changer. Donc ça, vous cherchez sur Google MMVC Server. Et il y a un lien sur GitHub qui explique comment l'installer. Après, on peut trouver les voix, par exemple, sur Hugging Face, et on peut assez facilement entraîner les voix d'autres personnes. Et donc là, maintenant, je parle avec... la voix de Valérian. Et donc, c'est une voix que j'ai entraînée, c'est assez facile d'entraîner une voix de nos jours. Donc maintenant, j'ai changé de voix. Donc faites attention. Faites attention les youtubeurs, là, les entrepreneurs. Faites gaffe. Nous, au pouvoir, je vous taxe à 74%. Donc c'est la voix de Mélenchon, c'est ça? Et maintenant, je viens de changer de voix. Je sais pas si vous reconnaissez, c'est Oussama Hamar. Donc c'est assez simple maintenant de nos jours à faire du deepfake vocal. On peut imaginer bientôt aussi faire du deepfake avec de l'image, et ça se fait. Et ce qui est assez terrifiant, c'est de se dire aussi, dans quelques années, enfin là j'ai entraîné la voix de Valérian, c'est pas très compliqué avec les voix du podcast, avec 10 minutes d'enregistrement. En 5 minutes, on a un résultat qui est plutôt probant, on pourra même faire mieux. Donc on peut imaginer dans quelques années, quelqu'un qui appelle ta mère, quoi, imagine Yael, ou ton banquier qui t'appelle, et on arrive dans un monde qui peut être un peu... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a un passcode dans notre famille où il y a une histoire complètement saugrenue qui est arrivée à nous, et en fait on demande qu'est-ce qui s'est passé à cette personne dans cette telle circonstance, et c'est impossible de deviner en fait. Okay. C'est une manière de pouvoir savoir que en fait si le gars peut pas répondre, c'est que c'est pas la bonne personne. Vous croyez pas qu'un jour justement on a bien des bases de données en fait des appels, des numéros indésirables, tout ça. Ouais. Que par exemple l'Apple fasse sur les iPhones en fait une sorte de modèle qui analyse en fait le contenu audio des appels et qui soit capable de dire ce contenu est généré par une AI. Ouais, mais là, ça veut dire avoir un modèle qui reconnaît qu'en face, c'est un modèle. On a déjà ça, a priori, pour l'image, pour la génération de texte, etc. Donc, pour la génération de voix. Tu peux détecter facilement une empreinte. Le problème, c'est que faut un modèle plus intelligent pour détecter le modèle moins intelligent. Enfin, c'est un armement. Après, c'est comme les CAPTCHA. C'est le même truc, quoi. Je pense aussi je pense que c'est plus facile pour, j'allais dire dans le cas d'un appel téléphonique, ça va être quasiment impossible parce qu'on a de la compression de l'appel téléphonique et le grain du télécom. Je pense que ça rend complètement impossible le fait de différencier est-ce que c'est une voix IA. Aujourd'hui, on appelle beaucoup en voix par IP. Ouais, c'est clair. Je pense qu'un modèle peut détecter les patterns. Mais enfin, c'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est comme récemment là sur Hugging Face, il y a un modèle qui est sorti pour de la radiologie. Oui. Alors je sais pas si le modèle il est sorti sur Hugging Face déjà, mais ils avaient prévu de le faire. Et enfin, ils ont sorti le papier de recherche avec les benchmarks. Typiquement, c'est la radiologie, c'est ça. T'as une image et il faut reconnaître des patterns dedans. Et aujourd'hui, ce genre de modèles font aussi bien qu'un radiologue. Donc pas mieux encore. Ouais. Mais déjà on y est, quoi. Donc il est capable de voir des zones cancéreuses, par exemple. Comme un radiologue, c'est la même tolérance d'erreur qu'un radiologue professionnel. Oui. D'ailleurs, ça veut dire que dans 6 mois, le modèle est parfait, quoi. Complètement, oui. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on parle d'un point en fait au niveau de l'AI. C'est pas forcément lié au SaaS, parce que j'ai l'impression que l'AI ça fait technologiquement peur à pas mal de gens, mais moi ça me rend ultra optimiste et ultra enthousiaste. D'une part parce que on arrive dans une population qui est quand même vieillissante, donc en fait la seule manière de pouvoir subvenir à tous les besoins des retraites, etc. c'est soit nous taxer plus les jeunes, les actifs, soit de mettre en place des robots, etc. Et finalement l'AI est aussi une des briques qui manquait pour que la robotique devienne vraiment
ultra intéressantes. Et en plus, même au-delà de ça, tu dis, on va pouvoir vivre plus longtemps parce que en fait, tout est révolutionné. Et je sais pas, c'est quoi votre point de vue sur ça, à quel point, parce que moi, ça me rend ultra enthousiaste, en fait. Que les robots ou les IA vont nous remplacer. Alors, un truc qui est surprenant, et on en parlait une fois avec Valérian, en fait, on s'est toujours imaginé que les robots ou les intelligences artificielles allaient remplacer en premier les blouses bleues, quoi. Donc les ouvriers, on s'est dit que ça allait remplacer les ouvriers dans les usines. Et en fait, non. Il y a juste à voir le nombre d'emplois de développeurs. Comment la demande d'emploi en développeur décroît depuis la sortie de ChatGPT. Ouais. Et en fait, c'est les développeurs en ce moment qui sont hyper impactés. Alors, pas tous, évidemment. Les designers aussi, hein. Oui, je pense évidemment que des gens qui sont compétents, qui sont doués, et qui ont une vue d'ensemble, aujourd'hui peuvent compete avec une AI. Mais en effet, aujourd'hui, je sais pas si vous avez utilisé Cursor AI. Ouais, on l'utilise, ouais. Oh, c'est comme bluffant, non? Ouais, ça change notre manière, nous, développeurs, Parce que tu deviens plus maître d'œuvre et pilote. Justement, c'est là où je suis un vrai nuancé. En quoi ça change ta vie de développeur? Parce que moi, ça me rend un peu plus productif, mais c'est pas non plus, c'est pas ça qui va me faire un SaaS, si je suis nul, en fait. Je pense qu'il est vraiment bluffant, moi, avec Cursor, c'est le gap qu'il y a déjà entre Copilot et Cursor. Enfin, nous, on avait un semi-gap avec Supermaven. Donc, il y a déjà un gap énorme entre Copilot et Supermaven, et ensuite, avec Cursor. En fait, la vitesse à laquelle les gaps ils arrivent, elle est tellement ahurissante que moi, le Cursor, ça m'impressionne pas par l'usage en tant que tel, parce que c'est quand même très cool l'UX que ça promue. Mais en tant que tel, comme tu penses, je pense qu'il y a quand même encore plein de cas où c'est un peu bizarre, il y a des hallucinations. Mais par contre, quand on se dit, dans 6 mois, qu'est-ce que ça va être? Là, on se pose des vraies questions. Mais en vrai, au quotidien, ce matin, par exemple, on va sortir bientôt la nouvelle version de Crisp, et dedans, il y a un éditeur de texte amélioré. En fait, on avait un petit truc, l'éditeur, en fait, on pouvait avoir une seule instance de l'éditeur. Et là, Elliot, ce matin, me demande de faire plusieurs instances de cet éditeur. J'ai pas prévu ça. Bon, je sais comment le faire. C'est l'instance pour envoyer des emails, ça? Non, c'est ce qui permet de composer des mails, ce qui permet de composer des messages, etc. Le truc, c'est qu'il y a des fois où t'es censé avoir plusieurs éditeurs. Bon, ça, je sais le faire. C'est juste que le changement est long et chiant. Ça demande de rajouter un argument à chaque fois, à chaque fonction, de passer une référence et tout. Bon, je fais une fonction, je montre l'exemple, je lui dis maintenant, dans tout le fichier, à chaque fois, tu me rajoutes une variable editor en paramètre de chaque fonction. Et puis d'ailleurs, tu me mets à jour toutes les JSDoc, ou ça pourrait être du TypeScript, entrée, et là, clac, 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 clac. En fait, il est très bon en refactoring. Ouais, pour ce que j'allais dire. Excellent. Pour le refactoring. Pour le refactor, c'est Unit-test, pareil, t'as un truc, des trucs simples, quoi. Paf. Tu sais, c'est comme avant, tu devais faire un CTRL F, et puis petit à petit, chaque type de variable, pattern de variable, tu les édites. Là, tu lui dis, je fais ça, et puis d'ailleurs, je veux que tu m'alignes tous les égales, tu rajoutes les commentaires là où il faut. Il y a plus de besoin, quoi. Pour le refactoring, c'est impressionnant, même la sensation, une fois que t'as, comme tu dis, changé une fonction ou un nom de variable, et qu'après, tu peux juste spammer tab comme un débile dans ton éditeur, et que ça fait tu vois l'autocomplétion. C'est complètement dingue. Par exemple, l'autre fois, dans notre app, donc la V4 de Crisp, j'avais fait une zone des settings, et moi, quand je développe, en général, je fais pas tout ce qui est les traductions, je fais pas on the fly les traductions. En gros, je hardcode tout en anglais dans mon template, et à la fin, je prends mes strings, je vais dans le fichier de traduction, et puis petit à petit, puis après, dans le template, je remets le bon tag pour la traduction. C'est pas top à faire, c'est un peu rébarbatif. Là, en fait, je faisais le copier-coller de la string non traduite dans le template. Je vais dans le fichier de traduction. Automatiquement, d'ailleurs, il me suggérait une key pour le truc. Je fais coller. Je retourne dans mon template, et là, il se souvient que la key du fichier de trad, c'est ça. Il me remplace quasiment, il me suggère directement l'édit à faire. Et en fait, ça m'a duré 1 minute. Alors un truc, ça m'aura peut-être mis 20 fois plus de temps à le faire à la main, au moins. Nous, c'est pareil dans les composants, on a pareil un système de 18 items comme ça, et
quand on doit soit traduire un truc, soit rajouter des clés, soit remplacer des clés, enfin, on est avec les petits trous, en fait, comme avec les petits trous du vélo. Maintenant, je trouve que c'est une tâche qui est super frustrante à faire, alors que maintenant, quand il y a cursor, enfin, je fais juste tab et il me trouve direct. Alors, je crois que Valérian, il a un autre avis sur ça, et qu'il considère que l'AI pour les développeurs, c'est triché. En fait, c'est que je m'en sers moins. Je suis quelqu'un de très perturbé quand il y a. Je perds en productivité en fait quand il y a beaucoup d'informations et beaucoup de choses qui pop. Et donc moi j'ai essayé Cursor personnellement, et vu que c'est basé sur VS Code. Déjà j'ai du mal avec VS Code à cause de la quantité d'informations et de suggestions en fait qui te sont présentées. Je ne jure que par Sublime Text, par sa simplicité, parce que c'est zéro distraction. Et je me sens plus productif en fait dans un environnement zéro distraction, donc j'attends de voir un éditeur en fait zéro distraction qui serait augmenté par l'AI en fait. C'est plus Vim. Ouais. Non, mais il n'y a pas l'AI, quoi. Ça existe? Non, mais je veux dire, ça existe un C'est une blague, mais j'imagine, il y a bien un truc qui va nous faire un truc. Oui, ça existe. Ça existe. Ouais, ça existe. Ouais, mais je suis pas non plus aussi hardcore. Il y a un plugin NeoVim qui fait exactement pareil que Cursor. Okay. Bon. Parce qu'en fait, pour le moment, ce que je fais, c'est que j'ai une app qui s'appelle MindMac. Donc, en fait, qui est une app native Mac, en fait, où tu as les conversations sur la gauche et puis le contenu de ta conversation sur la droite avec un modèle d'AI. Et donc, tu peux parler à Claude, tu peux parler à OpenAI. Donc, c'est multimodèle? Ouais, bah en fait, ça parle à des API. Et en fait, ça te refait l'interface que tu as sur ChatGPT Web, mais en version native, et où tu peux switcher de modèle. Et donc, tu mets ta clé d'API OpenAI, tu payes au token. Et puis voilà, et moi j'utilise ça en fait on the side, et t'as des petits raccourcis pour popper en fait l'AI de manière assez simple de ton Mac sans ouvrir l'application. Pour moi ça fait l'affaire en fait. Je préfère en fait séparer l'éditeur de code et l'AI, mais je comprends que pour le refactoring t'es bien obligé d'intégrer les deux. D'ailleurs, j'avais entendu un truc à propos de ces les gens qui utilisaient avec les tokens, ils payaient plus cher que 20 € par mois en fait pour un usage important, et c'est là ils se disaient qu'en fait ils étaient à perte sur nos comptes normal. Parce que moi j'ai 3 personnes qui se m'ont compté OpenAI en fait. Ouais. Donc ça veut dire que il y a quoi, il y a 100 messages par jour, et qu'en fait si j'utilisais le token ça me coûterait plus que 20 € par mois. Ouais, c'est vrai ça. J'ai déjà payé bien 60 € pendant un mois pour. Et comment ils font OpenAI? Ils sont à perte en fait, non? Non, parce qu'ils gagnent, enfin, sur cette partie-là de leur API, je pense qu'ils sont beaucoup plus, ils regardent ce que t'écris, ils s'en servent pour entraîner. Donc sur l'API, je pense qu'ils doivent avoir pas des droits, mais il y a des gens qui doivent être plus frileux à leur donner la data. Non, mais je pense que c'est pas du pay per use, mais en fait, c'est du fair use, quoi. C'est-à-dire que la plupart des gens n'utilisent pas 20 € de crédit par mois. Oui, c'est vrai. Et en fait, quand tu fais le pool, ils sont gagnants. Oui. Et c'est pas grave, c'est simple. Téléphone mobile. Ouais, c'est ça. Il y aura toujours des gens qui vont surconsommer. Et... J'utilise plus Google, hein. Enfin, j'utilise Google assez rarement. Et d'ailleurs, c'est même une peine. Quand je dois utiliser Google, ça veut dire que j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais sur ChatGPT, et que, enfin, Google doit être bon, en fait, derrière. Et, je pense que la plupart des gens utilisent à gogo, hein, ChatGPT. Hein. Google te sort maintenant des réponses aussi générées par AI qui sont assez bonnes, hein. En Europe? Moi, j'ai jamais vu. Je sais pas, moi, je l'ai déjà vu en Europe. Ouais, moi, j'ai jamais détecté. Ils ont une réputation d'être très mauvais en AI, et que... Je crois que c'était parce que t'étais pas je les ai vus en Suisse, et j'ai pas réfléchi, mais c'est peut-être ça. En Europe, elles y sont pas encore. Et je me suis dit, tiens, c'est nouveau. Ouais. Ah, c'est marrant, ça ne plaît pas qu'en Suisse, ils avaient un peu les nouveautés avant. Je peux pas te répondre à coup sûr, mais je l'ai vu, en fait, dans les derniers mois, et j'étais en Suisse entre temps, et oui. Parce que moi, toutes les news comme ça, je les suis et je teste dès que je peux, et je lui demande de compter les R dans Strawberry ou les N dans mayonnaise pour voir si c'est mieux qu'avant. Et Google, du coup, j'ai pas essayé encore, mais enfin, j'ai testé. En fait, t'as une sorte de vue, tu sais, qui s'affiche en dessous de la barre de recherche, et t'as les résultats de recherche, et t'as en fait une sorte de rectangle, en fait, où t'as la réponse qui vient générer comme ça. Ça casse énormément leur modèle économique, en fait. Ouais. Google, c'est la pub. Ouais. J'avoue que pour ça, c'est très problématique, puis surtout le fait de citer ses sources aussi. Pour ça, en fait, moi, ce que j'aimais bien dans Google, c'est que du coup, on avait moi, j'avais beaucoup d'automatisme avec les queries, de pouvoir query un site en particulier, par exemple, de query Reddit. Et j'ai l'impression que ça va leur poser un gros problème de plus pouvoir citer leurs sources, enfin, de plus pouvoir dire je me suis servi de tel lien, de telle API. Mais pas que Google, du coup, enfin tout l'écosystème de sites qui se sont construits autour de la publicité. Ou pas, ou le merch, ou moi je suis très heureux. Où les gens viennent trouver des informations sur le site et potentiellement acheter des choses ou consommer de la publicité. Ouais, clairement. Et le problème, c'est que l'information, elle est produite à un moment par des humains qui ont une raison économique d'exister. Exactement. Et
Et l'AI est entraînée sur ça. Et Exactement. à partir du moment où tout le monde fait ses recherches sur l'AI, comment est-ce que c'est comme la presse, en fait. Ouais. À un moment, la presse papier versus Internet. Puis je pense, Est-ce que tu rémunères, puis je pense pour Google, c'est une grosse problématique aussi, ce qu'ils ont passé les 10, 15, 20 dernières années à shaper le web d'une certaine manière avec le SEO et le fait que bah du coup le crawling ce soit complètement au centre de leur stratégie et le fait de pouvoir référencer les pages web. En fait, avec l'IA, ils doivent se rendre compte que d'une certaine manière, tout ce travail-là, il va s'effacer un petit peu au profit d'un modèle qui est capable de te ressortir la data et le savoir en tant que tel directement et puis de pointer vers la bonne page, tu vois. C'est plus une base de données, c'est directement un modèle qui a Exactement. ingéré la donnée, qui l'a compris, intégré. Et surtout, en plus, ils perdent un gros, parce qu'ils avaient une vraie expertise sur le scrapping et l'interprétation du scrapping, etc., qui en fait est complètement remis à jour avec les modèles comme, comme les LEM, quoi. C'est un énorme paradoxe parce que, enfin, moi, c'est mon point de vue, mais pour moi, Google, ils sont énormément à la traîne dans l'IA actuellement. Et c'est énormément, enfin, c'est paradoxal à fond, je trouve, de se dire ça, alors que on sait que depuis, 10, 15, 20 ans, c'est eux qui ont vraiment tout le savoir sur Internet, c'est eux qui l'ont catégorisé, découvert, classifié, enfin, ils ont... Et c'est les inventeurs de l'attention, non? Si je me trompe pas. Des Transformers, ouais. Transformers. Ouais. C'est eux qui avaient fait le papier Attention in All You Need, et en fait, pourquoi ils avaient fait ça, c'est de se dire, bah, avant Google, quand tu tapais une requête, c'était vraiment sur le mot-clé. Ouais. Et donc, fallait qu'il y ait un strict match, quelque part, dans les documents pour que ça fonctionne. Et je crois qu'Attention is All You Need, c'est 2015 ou 2017. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment le principe même des Transformers qui permettent de transformer une query en une idée des vecteurs et que derrière pouvoir rechercher dans une base de données un corpus de texte, non pas exactement du texte, mais un sens. C'est l'idée, ouais. Et c'est la base de la base aujourd'hui. Après OpenAI a repris ce concept-là pour faire GPT-2, puis GPT-3, et puis tout ce qu'on connaît maintenant. Ouais. Tout le monde, enfin les Transformers, c'est ce qui a permis de faire l'IA, les LLM en tout cas tels qu'on les connaît maintenant. Ouais. Pas que les LLM d'ailleurs, mais probablement les prochaines ruptures dans l'AI seront sur d'autres technologies d'architecture, ouais. ou des choses améliorées. Mais après, généralement, dans l'histoire du business, c'est pas ceux qui sont à l'origine d'une invention révolutionnaire qui en profitent. Hein. Ouais, Là, ça me rappelle BlackBerry, enfin le smartphone au sens le plus pur. Et l'iPhone est arrivé et enfin. Il y a BlackBerry, il y avait les Windows Phone, les Palm et tout. Ouais. Il y a un film d'ailleurs super sur l'histoire du BlackBerry que je l'ai vu. Sur Netflix? C'est Apple TV, je crois. Non, c'est pas Apple TV. Ah oui. Peut-être Prime ou Apple TV, c'est pas sur Netflix. Ok. Mais le film est super. Ouais, il est excellent. Je trouve que c'est un des meilleurs films d'ailleurs sur la tech, quoi. Ouais. J'avais adoré celui sur Tetris, moi, qui est d'Apple TV. Et enfin, qui est pareil, une histoire que je connaissais pas du tout. Pourtant, c'est un truc. Enfin, moi, j'adore les jeux vidéo. Celui sur Tetris aussi était exceptionnel. Ouais. Vous en avez retenu quoi d'ailleurs, que ce soit de BlackBerry ou de Tetris, que j'ai eu aucun des deux. Alors, désolé pour le spoil pour BlackBerry, mais en fait, ce que j'aime bien dans l'histoire de BlackBerry, c'est qu'à la base, c'est des pirates dans un garage, quoi. C'est-à-dire que c'est des potes, ils jouent aux jeux vidéo, ils vont regarder ils vont voir ils se font des séances ciné en pleine journée, quoi. Il y a pas de problème, on s'amuse, mais ça fait pas de cash, quoi. Ouais. Et en fait, ils vont présenter leur invention BlackBerry à une boîte. Il rencontre un mec dans cette boîte-là qui est un putain de requin. Ce mec se fait virer de cette boîte-là. Et en fait, il va toquer à la porte de chez BlackBerry et il dit écoute, je veux rejoindre BlackBerry. Par contre, moi, je veux tant de pourcents de la boîte. Et en fait, les gars lui disent mais t'as fumé, quoi. Jamais on va te filer tant de pourcents de la boîte. Et en fait, ils se rendent bien compte, les gars, qu'ils vendent rien. En fait, ils vont mettre la clé sous la porte. Et en fait, ils retournent voir ce requin. Et ils finissent par lui dire oui. Et en fait, tu vois que le gars, il débarque un jour au bureau. Tu vois tous ces geeks barbus en train de jouer. Et en fait, là, le gars, il arrive et il les terrorise. Et en fait, il leur dit, les gars, je crois que vous avez pas compris. Demain, on va faire la démo genre chez AT&T, alors vous me faites ce putain de téléphone, tu vois. Et là, les gars lui disent, mais non, mais c'est pas possible, nous on fait de la qualité, on peut pas te faire une démo comme ça. Et là, en fait, le mec, il a tellement un truc paternaliste
qu'en fait les mecs ils s'exécutent. Et en fait c'est ça, cette association entre des geeks un peu tarés, des génies. Enfin, c'est ça, ils ont été jusqu'au boutiste, les mecs de BlackBerry, trouver des optimisations dans leur réseau, dans le design du téléphone, et un putain de requin. C'est jusqu'à la fin, mais là on va spoil où l'iPhone arrive et les relations avec les opérateurs AT&T, tout ça change complètement. Et là ils sentent qu'ils sont morts en fait. Genre les gens ne veulent plus de clavier physique. Les gens veulent un putain d'iPhone quoi. Ouais, c'est ça. Et là ils savent qu'il y a plus rien à faire en fait. Les gens veulent un iPhone, c'est fini quoi. Mais ce qui pourrait arriver avec Google, pour rebondir à Google. Ah oui, ouais. Bah ouais, c'est ça. Moi, je veux plus du moteur de recherche. Je veux un chatbox où je peux envoyer des messages et répondre intelligemment, quoi. Et c'est fascinant parce que c'est toi qui me disais que t'avais jamais appris autant depuis qu'il y a l'AI. Et pourtant, on passe notre temps à lire des blog posts, à écrire des livres à lire des livres et à écouter des podcasts. Mais moi, je dois t'avouer que c'est la même chose. Genre là, j'étudiais comment installer un système d'électricité dans une maison. Il y a plein de termes que tu connais pas. En fait, tu lis un bouquin et t'as le prof à côté, en fait, tu dis, j'ai pas compris ça, explique-moi, et tu peux rester autant de temps que tu veux. Et quand je vois ça, tu te dis, bah, là, ça a changé, en fait. Genre, là, l'éducation, elle a complètement changé. Et d'ailleurs, si l'éducation nationale, elle fait l'autruche et qu'elle ne met pas ça, ça part remplacer les profs, il faut des profs. Mais si elle ne met pas ça aussi, en fait, là, il y a un vrai gap parce qu'on apprend à une vitesse. Le problème, c'est que la première chose que l'éducation, les universités, tout ça ont vu, c'est les élèves qui trichent. Et surtout qui génèrent en fait des rapports, du texte en fait avec ces systèmes-là, et ça c'est pas désirable. Oui, mais et du coup en fait t'as une sorte de peut-être de volonté de bannir en fait à cause de ça, alors qu'en fait c'est un outil aussi que tu peux, genre tu révises tes cours d'électronique le soir. Comme la calculatrice. Ouais, exact. C'est ton prof en fait particulier quoi. Mais on a un double usage. On a vécu la même chose. On a à peu près tous les quatre de la même année. Et en fait, Google Traduction, Wikipédia, tout ça, c'est arrivé pour nous quand on était au collège. Moi, je me souviens, les documentalistes disaient non, il faut pas lire Wikipédia, ce qu'on lit sur Wikipédia, c'est pas fiable. Allez plutôt sur Encarta. Et en fait, on arrive. Il y avait rien, ouais. Ouais, il y avait rien sur. C'est l'analogie avec Google aussi aujourd'hui. Et moi, c'est pareil avec Google Traduction. À l'époque, vous pouvez se dire ah là là, les élèves ils vont plus apprendre l'anglais parce qu'il y a Google Traduction. Quelle facilité! Les élèves n'apprendront plus le calcul mental parce qu'il y a les calculatrices. Quelle facilité! Moi, je crois qu'il faut pas faire les vieux cons et de se dire que c'est une opportunité. Enfin, comme nous, la technologie, on l'a eu. C'est plus pareil, mais. Je pense qu'on passe d'un modèle où le savoir, sous le Google, la transition qui leur fait mal, c'est que c'était une super porte d'entrée pour trouver des sources. Et maintenant, le ChatGPT, c'est une super porte d'entrée pour le savoir directement. Moi, quand j'étais gosse, j'étais super content d'avoir Google et je pense que ça a clairement shapé comment j'ai grandi et comment j'ai appréhendé le monde au fur et à mesure. Le fait de pouvoir poser des questions dans Google et qu'il me sorte des centaines de sites où je trouve la réponse, ou potentiellement je trouve la réponse. Moi, quand je réfléchis à ce que tu es en train de dire, je m'imagine enfant avoir accès à un truc comme ChatGPT, mais j'aimerais beaucoup voir comment j'aurais évolué si j'avais eu accès à un truc pareil, parce qu'en fait, il y a plus de gap entre où est-ce qu'il est le savoir et qu'est-ce que je me demande sur un sujet. C'est très drôle parce qu'il y avait une conférence ici, je crois que t'es passé après, mais on est parti, sur l'intelligence artificielle. Et en fait, il y en avait un, il a dit une phrase intéressante, ça me fait penser à un truc. En fait, je pense que l'AI, c'est extraordinaire pour les gens qui cultivent leur curiosité. Si t'es quelqu'un de curieux, exactement, et qui a plein de questions sur le monde et tu vas avoir un gap encore plus grand qu'avant en fait par rapport aux gens qui sont pas curieux. Si t'es un mec pas curieux, en fait tu vas juste rester dans ton bateau et ça va pas aller très vite. Mais par contre, si t'es quelqu'un de curieux, on vient juste te donner des stéroïdes, quoi. Exactement. Ça transforme le savoir en une vraie commodité. Il y a plus de portes dans lesquelles tu dois passer. C'est peu importe la question. Personnalisé. Ouais. Quand il y a eu le fondateur de Telegram qui a été en zonzon, Pavel Durov. Merci. Je me posais la question, mais d'où ils peuvent faire ça? Genre, par quelle loi, stratagème, genre la justice française peut faire ça? Les enfants. Et après, je me suis dit, mais comment ils peuvent faire ça? Mais en même temps, est-ce que Telegram ils auraient pas merdé et tout? Ouais. Donc j'étais dans ma bagnole à ce moment-là, et donc je mets ChatGPT en mode vocal. En fait, j'étais en mode comme si j'étais avec un avocat. Genre, quelle loi, j'avais plein de questions. Et je demandais aussi bien de l'accuser que de le défendre. Et en fait, j'avais un débat tout seul, comme un con dans ma bagnole.
avec un avocat. avec une AI, et c'était hyper intéressant comme discussion. GPT n'était pas à jour par rapport à ce qui s'était passé, en fait. C'est-à-dire que Non, tu je vais posais des expliquer. questions légales sur la situation. Ok. Par exemple, moi, ma question sur ce truc-là, le cœur de ma question, c'est en France, on a le secret des communications sur tout ce qui est postal. Genre, jamais de la vie, la poste, elle doit ouvrir un contenu et le lire. Et de même, je sais pas, si tu mets un poison ou une drogue dans une lettre ou un colis, la poste, ils sont pas responsables de ça. Pareil, Orange avec les appels. Alors pourquoi Telegram devrait être responsable? Oui. J'en ai aucune idée. Voilà. Et donc, en fait, les lois sur les contenus numériques sont pas les mêmes. C'est tout. Mais je crois qu'il avait déjà eu des demandes d'ouvrir certains comptes et il l'avait pas fait. Enfin, il y avait un truc comme ça. Exactement. Mais en fait, tout ce qui est la réglementation en Europe numérique, c'est pas la même réglementation que les télécoms, c'est pas la même réglementation que les postes. Et Il faut savoir je comprends ce qui pas. a permis à la police de mettre en garde à vue Pavel Durov, c'était des histoires de pédophilie sur Telegram. Ouais, pas que, je crois qu'il y avait Ça pas n'avait rien à voir avec le mais- terrorisme. Non, mais en fait, il y a Mais c'est la porte ouverte à tout. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est il leur fallait un motif pour le mettre en garde à vue, et la pédophilie, c'était assez facile a priori, et il y avait des affaires de groupes de channel pédophiles qui étaient pas modérés, en fait, qui étaient pas bannis de la plateforme. Et donc ça, je pense que c'était la facilité, on va dire, pour le... Enfin, cette histoire de pédophilie, je pense, c'est évident qu'il y a de la pédophilie sur les télégrammes. Ouais. Un autre exemple, en France, pendant longtemps, en Europe en tout cas, pendant longtemps, on savait que le principal hébergeur de fichiers pédophiles, c'était Xavier Niel, avec Free.fr. Et il a jamais été convoqué pour ça, tu vois. Donc, c'est... Non, parce que dans le cas de Pavel Durov, ce qui leur a permis aussi de faire ça, c'était la nationalité française qu'il avait, quoi. Ouais. Ah ouais. Et... Ouais, Moi, je crois pas. Ouais, je crois pas que En fait, je pense juste qu'il a atterri sur le territoire français. Ouais, Il aurait pu- Exactement. Ouais. Bon, après, le débat est différent, mais en tout cas, juste l'IA, elle peut vraiment permettre d'aller loin. Enfin, comme toi, Julien, dans la cuisine, c'est vraiment un truc personnalisé. Par exemple, moi, dans la musique, je fais un peu de guitare et tout à côté. J'ai hâte de voir le modèle audio de ChatGPT, parce que du coup, il va pouvoir m'analyser des musiques, des effets, etc. Enfin, ça va me simplifier la vie. Et l'IA dans la musique, c'est un truc qui est passionnant. Par exemple, donc là, j'ai un petit Raspberry Pi, je vais pas vous faire la démo, mais j'ai une IA dessus qui peut Enfin, j'ai remplacé mon ampli de guitare par une IA, et ça marche super bien. Un ampli à 2000 balles remplacé par un Rasp. Là, le kit, c'est 60 balles. Et c'est pareil, il y a des IA maintenant qui peuvent décomposer une musique en 4 parties. Donc le chant, la batterie, la basse et le reste. Est-ce comme toi, Julien, je sais que tu utilises une IA pour l'amélioration des podcasts? Ouais. Bah, ça marche pas super, mais il y a des gros progrès qui sont faits. C'est Adobe qui fait ça. Enfin, il y en a pas mal, mais celle d'Adobe, elle progresse en fait, et t'as juste à drag and drop le fichier. Et, par exemple, le fichier que tu m'avais envoyé où il y avait une personne qui parlait derrière, bah, ça me l'a complètement enlevé. Après, ça fait une voix, tu dis un peu robotique. Oui, en fait, on perd les détails, c'est-à-dire qu'il y avait on entendait les oiseaux derrière, tout ça, en fait. On a perdu tout ça, quoi. Par contre, ça te met Je une peux pas voix te donner très des instructions. grave. C'est-à-dire, enlève-moi la voix de ce monsieur, mais pas les oiseaux. Est-ce que tu peux pas lui dire ça? Bah, on va y venir. On va y Il y venir. en aura peut-être, ouais. Mais c'est super intéressant ce que tu dis sur ton Raspberry, parce que moi, quand j'entends ça, je me dis, Oui. ok, ça veut dire, toi, les gens doivent mettre 2000 € dans un ampli, toi, pour 50 balles, ou je sais pas comment ça coûte, Oui. t'as réussi à avoir à peu près un effet similaire. Donc, on est encore dans un exemple. Plus que similaire. C'est... Mieux, et bah, tu vois, on est encore dans un exemple où l'AI, comme elle a mettre un professeur qui coûte je sais pas combien, qui est uniquement accessible à des gens qui sont très fortunés, à tout le monde, un mec au Maroc dans un village, il peut commencer il s'émancipe. Bah ça c'est la même chose encore. Je pense que l'AI, faut pas en avoir trop peur non plus. Ça va avoir des gros effets secondaires, mais ça va nous émanciper parce que ça va encore décentraliser plein de choses à faible coût. Ouais, par rapport à ce plus que dans beaucoup de pays en développement, la pénétration de la 4G, 5G, genre parfois elle est meilleure que le fait d'avoir l'eau. Peut-être pas l'eau, mais l'égout et l'eau courante. Non, mais sérieusement, t'as la 4G partout dans des pays où parfois il y a pas l'eau. Il y a pas la fibre même. Ouais. Bon, il y a pas l'électricité dans toutes les maisons, quoi. Il faut quand même que les bases de la lecture, et de l'écriture soient là. Ce qui est pas le cas d'ailleurs dans tous les pays en voie de développement.
mais c'est une opportunité énorme. Enfin, je pense que c'est comme l'arrivée de l'école dans nos civilisations et ce qui a permis vraiment vite d'éduquer les gens. Et là, d'un coup, les gens se sont dit, ce qui est dans la Bible, c'est pas du tout ce qu'on disait avant, tu vois. C'est questionnable. Et ça a tout changé. Et je pense que c'est une opportunité énorme aussi pour les pays. Oui, on voit de développement. Parce que le savoir, maintenant, on peut construire. Quand on a des idées un peu folles, en hardware, on peut faire. Il n'y a plus de limite, en fait. T'as plus besoin d'avoir un prof clair, en fait, dans une école qui est uniquement disponible à HEC où t'as 10 000 € l'année. Et moi, je pense que d'ailleurs, notre société, elle devrait réfléchir beaucoup à la décentralisation. Parce que je pense que la décentralisation, c'est un truc qui est absolument extraordinaire pour émanciper les gens. Un exemple tout simple avec l'AI. Il y a des déserts médicaux en France. Ok, certes, les médecins qui ont fait beaucoup d'études, ils veulent pas s'installer dans des villes où il y a besoin de médecins. Mais si à partir du moment où on arrive avec l'AI à avoir des médecins qui peuvent faire des diagnostics corrects, on pourrait avoir des voitures avec l'infrastructure qui va et qui va de village en village. Et c'est toujours mieux que rien, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bon, avant ça, on peut développer un peu la téléconsultation. Oui, aussi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que on peut émanciper les gens, en fait. Moi, quand je vois l'AI, je vois une émancipation, en fait. Alors, il y a plein d'effets secondaires, ça c'est vrai, comme toute technologie. Mais je trouve ça dommage que l'Europe se se restructure sur elle-même en mettant plein de règles, alors qu'elle a un formidable moyen d'émanciper les gens. Et qu'elle est surtout très en retard. Non, c'est peut-être un sujet qu'on peut en parler. C'est qu'en mettant en place les règles aussi, les boîtes préfèrent peut-être aussi, les gens spécialistes dans le sujet préfèrent peut-être aller le faire ailleurs. Bah oui. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que le capital va peut-être aller ailleurs, les cerveaux ailleurs, les boîtes ailleurs, et toi, tu te retrouves juste avec tes règles, en fait. Et au final, tu finis peut-être par ne avoir aussi les boîtes étrangères. Ça peut être OpenAI, par exemple, qui finissent par ne pas sortir tous les produits, en fait, qu'elles rendent disponibles dans le monde entier sur ton territoire parce qu'elles sont à risque. C'est ce qui se passe sur Apple, par exemple, avec Apple Intelligence. Mais aussi, leurs lunettes, là. Ouais. Mais Apple, surtout avec parce que l'Union Européenne est vraiment en train de taper sur Apple très très fort avec tout ce qui est DMA, DSA, et Apple Intelligence ne sortira a priori pas immédiatement en Europe. Il n'y a pas d'informations sur le sujet. Mais en fait, le risque, c'est que ce genre de boîte tous les ans des amendes, en fait, très grosses avec l'Union Européenne, et qu'au final, leur chiffre d'affaires en Europe soit inférieur ou équivalent aux amendes. Et à ce moment-là, c'est un gros marché l'Europe, hein, mais ouais. C'est un gros marché, mais je lisais un article justement qui disait que c'était un peu le risque pour Apple que, en fait, finalement, leur revenu en Europe soit équivalent aux amendes sur l'année 2024, je crois. Ouais, je retrouve 14 milliards d'amendes cette année, je crois. 14 milliards. En fait, c'est quoi ton incentive économique en tant qu'entreprise Google ou Apple? Non, ça me paraît énorme. C'est Apple, je crois. Ouais, je crois que c'est Apple. Je partagerai le lien de l'article dans lequel j'avais cette information. Et du coup, c'est quoi si tu rationalises ça économiquement, ça sert à quoi de faire du business en fait en Europe à ce moment-là? Et en fait, du coup, tu deviens aussi un peu le tiers-monde, tu vois, numérique quand c'est comme ça. On l'est déjà un peu. Hein. Sur quoi, par exemple? Pas encore. Les cookies banners. Ouais. Une formidable invention. On est très en retard. Enfin, tu regardes le PIB en Europe rapporté par le numérique, c'est du pipi de chat. Tu regardes la tech aux États-Unis, c'est énorme. Et en France, encore, si ça va, tu vois, au niveau de l'Union européenne, parce que je regarde des pays comme l'Italie, par exemple, c'est néant, en fait, l'économie numérique. En France, encore, on a eu de la chance. Oui, non, mais on est des nains, les grandes boîtes numériques en Europe. T'as Spotify, mais ça se compte sur les doigts de la main. Ouais. Mais tu vois, pour revenir sur l'histoire de la régulation de l'AI en Europe, Meta a sorti un modèle open source hier. Donc c'est Llama, mais pour la vision. Donc c'est Llama 3.2. Et à l'heure où on se parle, tu peux pas avoir le modèle open source en Europe. Quand tu vas sur Hugging Face, t'as un truc qui dit non, t'es en Europe, t'auras pas le modèle. Mais si tu dis un VPN, ça passe, non? Oui, non, mais tu vois où on en arrive. Où est-ce qu'on en est? Alors que le modèle, Great Firewall of Europe. Le modèle, il est open source, tu vois. Ouais. On en arrive à des débilités. Et c'est là où, personnellement, j'en veux à l'Europe. C'est qu'en fait, on se tire une balle dans le pied avec toutes ces conneries, en fait. Ouais. Surtout que c'est un constat qu'on a déjà tous fait. Je pense que la fuite des cerveaux, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie d'innover, qui sont obligés de partir dans des pays étrangers pour pouvoir le faire, non pas seulement juste pour une question de capital, mais maintenant pour en plus une question de régulation. C'est super dangereux, en fait, quand on s'imagine construire un écosystème, continuer de construire un écosystème en Europe, qui permet l'innovation, qui permet aux gens qui ont une très bonne éducation dans nos pays de s'en servir sur place. En fait, on va dans une direction qui est apeurante, quoi. Ce que t'es en train de dire, là, qu'un modèle open source soit pas accessible à tout le monde,
c'est très grave. Enfin, nous, par exemple, qui utilisons des modèles open source dans nos entreprises, imagine si on nous avait juste dit que c'était illégal d'utiliser l'IAMA 3.1 en Europe. En fait, il y a tout un pan de l'économie qui nous est même. Mais on va y arriver. Enfin, moi, ça pourrait même nous faire partir. Hein. Ouais, moi, c'est notre business en fait. Pour moi, en tout cas, c'est un des sujets qui pourrait me faire partir de France. C'est si on nous bloquait l'accès à l'IA, si on nous bloquait à toutes ces technologies-là, on est quand même sur un changement majeur dans comment le monde va fonctionner, comment l'économie va fonctionner, et juste on nous unsubscribe du truc purement pour des questions de régulation et des questions d'éthique qu'on n'est pas capable de trancher encore, je pense. Ce que tu ferais là, tu resterais en France et peut-être tu incorporerais ton entreprise aux US par exemple, oui, bien et sûr. tu servirais les clients américains en tant que boîte américaine, mais toi t'es en France. C'est là qu'on en arrive dans des débilitudes. En fait. Ouais, on n'est plus une unité pour l'Europe et pour la France, on n'est plus une unité économique en fait. Du coup, moi je me considère être parti d'ici si la valeur que je crée, elle profite pas indirectement au pays dans lequel je me trouve. Ouais, et puis c'était hors de question de rester en France si ta boîte est à l'étranger, tu dois te faire taper par tu peux pas de toute façon prélever un. Et en plus, comme tu dis, tu es obligé de payer les avocats pour savoir ce que tu fais c'est légal, blablabla, est-ce que tu veux rester sur le territoire français, alors ça devient. Et vous pensez que les gens en Europe ils savent ce qu'ils font? Parce que je me dis, c'est quand même un sujet sérieux, ils ont quand même mis des gens qui connaissent. Les gens qui font toutes ces régulations, qui font. Thierry Breton. Ils s'y connaissent là-dedans ou ils sont. Thierry Breton. Tu crois vraiment qu'il s'y connaît là-dedans? Non. Bah, c'est déjà compliqué en fait, donc je sais pas. En fait, je pense qu'ils pensent bien faire. C'est juste qu'en fait, ils ont pas la connaissance des sujets. C'est des vieilles générations. Ou alors, ils font appel à des personnes aussi qui défendent des intérêts qui sont pas forcément, qui sont assez privés, tu vois, et qui sont pas forcément pour l'intérêt général en ce sens-là. Et ils ont une idéologie aussi. Je pense que l'Europe, elle est très idéologue. Elle a une vraie idéologie sur la protection du citoyen. Faire, forcément, ils pensent bien faire, tu vois, pour protéger, tu vois. En fait, en pensant protéger, ils empirent le problème. Du style, on parlait des cookie banners, enfin, le RGPD. Un truc qui est, ils ont fait toute cette loi-là, où tu as un bordel énorme dans tout le secteur de la tech. On confirme. En fait, Google, Facebook, tous les GAFAM, ils ont vu la loi, ils avaient une armée d'avocats, ils ont processé le truc, ok, c'est bon. Maintenant, toutes les startups et tout, ça ralentit tout le monde. Exactement. Ouais. Mais on s'en souvient chez Crisp, le support c'était 80%. RGPD, c'est ça? C'était oui, ou GDPR. Les gens étaient stressés, hein. Non mais c'est comme les livraisons de colis Amazon. Tu sais quand la France a dit non, Amazon, vous n'avez plus le droit de livrer gratuitement. Ok, on fait 1 centime. C'est ça en fait. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils ont une armée de juristes qui vont aller palucher les trucs et ça coûte 200 000 euros minimum, même plus encore. D'avocats. Bon, mais c'est rien pour eux. Oui, c'est rien. Mais par contre, quand c'est tout à lever, ça fait chier quoi. C'est rien. Mais non, mais le problème des petites boîtes, c'est que quand tu dois implémenter la GDPR par exemple et tous ces requis, toi par exemple t'es un business bootstrappé, c'est du temps humain, c'est plus que de l'argent, c'est du temps humain. En fait. En France, on avait la notion de la CNIL, c'était très bien comme système avant. C'était autodéclaration. Oui, voilà. Compliance. La GDPR, tu dois faire ton DPA, le faire signer par tes clients, machin. Enfin, les gens ont des questions en plus. Enfin, ça consomme du temps cerveau en fait. Mais les gens, en plus, les boîtes sont devenues folles. Ouais, il y a un vrai schizophrénie là-dessus. Enfin, ils étaient c'est paranoïa. Une vraie paranoïa. J'ai loué une voiture et j'ai dû consent à l'utilisation de mes données pour que la société de rental puisse traquer la voiture avec un tracker GPS à distance dans le cas où elle était volée par exemple. Ou pour des histoires d'analyse de flotte, j'ai dû signer un papier GDPR en plus du contrat, un contrat en plus sur une tablette. Mais tu sais, ça ajoute en fait, on n'est même pas que dans les business internet. La GDPR, ça concerne aussi les business physiques parce qu'on parle de la donnée en fait au sens général. Et là, je me suis dit waouh, non, il manquerait plus que j'accepte aussi des cookies, tu vois. Enfin, non mais en fait, le truc, c'est qu'on a en fait de la complexité et les lois n'expirent pas en fait. Et ce que disait Elon Musk à un moment justement, c'est que les lois devraient avoir une date d'expiration. Et parce qu'en fait, souvent on crée les lois dans un contexte donné. Sur les avant pour les impôts, ils calculent le nombre de fenêtres que tu avais. Oui. Et ça c'était pour voir les tailles des maisons. C'était une manière simple de faire. Et en fait, elle est complètement nulle cette loi parce que du coup, les gens ils font moins de fenêtres. Mais il devrait avoir une expiration. Ouais. Parce qu'il en tout cas. La loi, elle est reconsidérée, elle peut être changée, abrogée, modifiée, tu vois, renforcée. Ça dépend, en fait. Le problème, c'est qu'on on a empilé, en fait, historiquement tellement de lois que c'est impossible, en fait, de passer en revue toutes les lois au niveau national, européen. Et puis dans le cas de l'AI, je trouve que c'est même mondial sur les accords. Dans le cas de l'AI, c'est beaucoup trop, ils ont une logique je pense que c'est
leur idéologie, c'est plutôt mieux vaut prévenir que guérir. Ouais. Sauf que là, dans les AI, en fait, je vois pas encore les modèles, ils sont très intelligents, on peut leur poser beaucoup de questions, on peut faire beaucoup de choses avec, mais je vois pas encore de cas dans lequel où vraiment ça a dépassé les bornes dans le style. Il est trop tôt, en fait. Ouais, il est trop tôt, et du coup, moi, c'est ça que je me dis, c'est les gens qui sont. Fantasme. Ouais, ils fantasment un monde dans lequel, du jour au lendemain, un modèle va pouvoir être capable de rentrer dans tous les ordinateurs. Vision dystopique. Non, mais voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, Prendre tous les métiers aussi. Mais le truc, c'est que si on fait ça pour les AI, il faut le faire dans tous les domaines de spécialité, dans tous les domaines possibles. Et le truc, c'est j'ai l'impression qu'il y a que la tech qu'en est la cible pour l'instant. Mais le pire, c'est que la recherche, elle vient de chez nous, à la base. Il y a un vieil adage en Europe, un proverbe français qui dit que, en fait, en Europe, quand quelque chose ne marche pas, on le subventionne. Quand il marche, on le taxe. Et quand il marche bien, eh ben, on l'interdit. Ouais. Et en fait, on y vient. On y vient, ouais. Avec les AI. On y vient, et en fait, c'est assez désespérant de voir qu'en fait, on est déjà un tiers de monde numérique. On a complètement loupé le coche des boîtes qui vraiment créent de la valeur. On n'a pas de vache à lait. Tu regardes en France, les sociétés du CAC 40, elles sont toutes vieilles. Mm-hmm. Il y a une boîte, je crois, qui a moins de 20 ans, je sais plus. Et je sais même pas te dire laquelle. Mais je sais que. Mais il y en a pas. C'est très maigre. Par rapport au SP500 aux États-Unis, où là, je crois qu'il y a une grosse proportion qui représente des boîtes récentes, en fait, qui sont des boîtes de la tech, le numérique. Et c'est triste, parce que du coup, si on prend que la France, ça veut dire que c'est de la valeur en moins, des marchés qu'on va pas maîtriser à l'avenir. Enfin, c'est terrible. Ça fait peur, ouais. C'est clair. Ouais, moi, ce qui me fait peur d'ailleurs, c'est à quel point va falloir mettre de l'AI dans la vie des gens, en fait. Et dans l'éducation, il faut mettre de l'AI. Et alors, comment est-ce que tu l'amènes aux enfants? Je suis d'accord, il faut que ce soit intelligemment pensé. C'est pas moi qui ai la réponse, mais tu peux pas faire l'autruche et te dire, ok, non, en fait, on reste dans le système comme si rien n'avait changé, etc. Parce que là, tu te fais, et c'est pareil, on parle des Américains, mais les Chinois, t'as vu les modèles qui sont sortis, là? Qu'est-ce qu'ils utilisaient, Mathieu? Ils tapaient un prompt et ça générait une vidéo de 5-6 oui, incroyable. Et les Chinois, c'est pareil. Ça marche bien, ouais. Ils sont en train de faire des grosses avancées. Donc, en fait, c'est un combat qui... Alibaba, pareil. Mais oui, les Chinois, ils arrivent aujourd'hui à faire aussi bien que les Américains. En fait, on a des gens comme Laurent Alexandre ont vachement théorisé le fait que l'Europe, on devenait un tiers-monde numérique. Pour une raison, c'était les datas. Quand on avait loupé le coche des réseaux sociaux, du coup, on n'avait pas la data. Mm-hmm. Et comme on n'avait pas la data, on serait pas bon en IA. Mais en fait, le problème, c'est pas ça. En fait, pour l'instant, on va être mauvais en IA pour une raison, c'est qu'on n'investit pas du tout dedans. Et que ce soit en temps d'humain ou en GPU, enfin c'est énorme les coûts. Donc les boîtes qui peuvent te permettre de ça, c'est des boîtes comme Facebook, Alibaba, qui a fait des modèles comme Qwen, etc., qui sont excellents. Et les Chinois, ils mettent de la thune là-dedans. En France, si on met 200 millions là-dedans, c'est très bien. Je crois qu'il y a eu un plan d'1 milliard, mais c'est rien. En France, ils ont essayé il y a quand même des gens qui se sont regroupés pour mettre de l'argent, que ce soit sur Mistral ou même le truc de Xavier Niel, là. Très bien. Il y a quand même des gens qui essayent de faire des choses, quoi. Mais après, de les pas. Très bien. Mais exactement comme tu dis. On a un marché intérieur au niveau Europe. C'est quoi, c'est 350 millions de personnes, quelque chose comme ça, mais il est très fragmenté. On parle tous des langues qui sont différentes, on a des cultures qui sont différentes. Et quoi, des monnaies aussi. On a des PIB aussi entre les pays et des types d'économies qui sont très différentes. C'est très différent des États-Unis, par exemple, où tu as un marché intérieur qui est quand même beaucoup plus soudé. Et ça aussi, ça c'est une explication pour laquelle les boîtes au sens européen et la finance, etc., ça arrive pas à scaler en fait correctement et ça reste très national. Et moi, toi, t'es un investisseur, tu dois investir, je sais pas, t'es français, tu dois investir dans une boîte, je sais pas, en Autriche qui fait de l'AI. Les règles en Autriche sont pas les mêmes que les règles en France. Donc les types de sociétés sont pas les mêmes. Donc en fait, à chaque fois, tu vas vouloir investir dans des pays qui sont la Pologne, l'Autriche, tout ça, mais en fait, les règles sont à chaque fois différentes. Donc toi, en fait, en tant qu'investisseur, tu dois te documenter, te renseigner sur le légal, sur chaque pays, et ça te freine énormément. Ça peut parfois t'empêcher de faire des deals. Et on manque aussi d'un statut en Europe de société européenne. On a bien la SE, justement, qui existe, mais qui est faite pour les Airbus, etc. Donc en fait, je crois d'ailleurs ça. C'est un statut, c'est le seul statut de société européenne, donc avec un régime de loi qui est commun.
Mais le problème, c'est qu'il faut avoir un board de, je crois, 10 personnes. Enfin, Comme la SA en France. c'est quoi. fait pour les sociétés anonymes, en fait. Donc, c'est-à-dire des grands groupes. Toi, tu peux faire ta petite, entre guillemets, LLC, enfin, au sens américain. Bah, tu peux pas, en fait, t'as pas de régime européen. Tu le fais au niveau national. Et du coup, ça freine aussi les investisseurs. Même, enfin, il y a un autre problème, c'est le manque de grands projets. Enfin, cet abruti de Thierry Breton, plutôt que de dire, ah là là, on va réguler ça, etc. Le mec, il dit, enfin, l'Europe met 5 milliards. Et puis, telle boîte française, telle boîte allemande, on va faire un gros modèle. Et on va faire rayonner l'Europe. Bah là, carrément. Enfin, même, en Europe, on a 2 boîtes super bonnes en microélectronique. ST Microelectronics, et puis les néerlandais, ASML. Oui. Je crois que c'est ça, comme nom. Les machines de lithographie. Ouais. Bon, voilà, enfin, allons-y, on les met ensemble, on fait pourquoi pas faire un Airbus du truc. Exactement, ouais. Et là, on peut, enfin, tu vois, on a des bouts des ensembles qui peuvent marcher. Pour pas si cher. Mais plutôt que de fanfaronner à dire à Elon Musk et à tous les gens de la tech à quel point l'Europe c'est génial et qu'on va les interdire et que s'ils font ça, on va les taxer ou interdire leur plateforme, bah, faire quelque chose d'un peu enthousiasmant et montrer que on n'a certes pas été sur la Lune, mais on n'est pas con, on est capable d'inventer des choses, quoi. Ouais, c'est clair. Et le problème, c'est que là, on est dans un cercle vicieux. En fait, un cycle vicieux, c'est que l'énergie est chère. C'est important pour l'AI, le prix de l'énergie. Le PIB, en fait, en Europe stagne depuis 2008, depuis la crise financière. Celui des États-Unis n'arrête pas de monter. Donc le PIB par habitant aux États-Unis, en fait, n'arrête pas de monter. Le PIB européen, il est stagnant, voire parfois il décline. Avec l'inflation, ouais. Ouais. Et ça, aussi, c'est un cercle vicieux parce que comment est-ce que tu vas avoir envie d'entreprendre, enfin créer un environnement entrepreneurial dans un monde où tu as l'impression que le futur est moins bon, tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Et FG te dirait la contrainte libère. Ouais, mais en fait, les gens vont partir. C'est-à-dire que tous les pays, en fait, qui ont eu des problèmes économiques, ils le savent très bien. En fait, leur cerveau part, tout simplement. Et c'est ce qui va se passer ici aussi, en fait. Donc, si on rattrape pas le coche très vite, le problème ne peut que s'amplifier. Ouais, il faut vraiment un virage soudain de législation et d'idéologie. Pas grand chose. Ah non, pour l'IA, en vrai, non. Bah déjà, au niveau européen, on met 5-10 milliards. C'est clair. Ça se fait. Alors, on peut faire un truc très bien. Puis ouais, un projet cross pays qui engage beaucoup de monde. Ouais, c'est une histoire déjà de discours, de pas dire au monde entier, ah là là, regardez, faut pas venir chez nous. C'est apeurant comme tu disais, c'est apeurant d'une manière idéologique de se dire qu'on se renferme un peu sur nous-mêmes. Enfin, je pense que l'Europe, c'est l'exemple inverse, en fait. C'est justement un conglomérat de plein de pays qui fonctionnent ensemble, et de se dire qu'on se renferme sur nous-mêmes et qu'on se coupe de ce qui se passe ailleurs. Voilà. Ça fait un peu peur, enfin. Montrer qu'on est créatif, qu'on est capable de faire des choses, de notre manière. Sur le sujet de l'éducation, enfin, moi, je trouve ça impressionnant qu'on est vraiment je pense quand même, en Europe, on est très bien éduqués, et surtout, on est très bien éduqués de manière publique, donc, sans devoir débourser des sommes énormes. Et je trouve ça ahurissant qu'il y ait un réflexe soudain qui est de vouloir partir à l'étranger pour gagner plus de sous qu'en Europe. Alors je suis d'accord que si on est dans la tech, si on est développeur en Europe, on va forcément gagner moins qu'aux États-Unis. Il y a quand même plein de raisons pour ça. Et je pense que tous les gens qui restent travailler ici les comprennent et en sont très fiers. Mais d'un autre côté, le fait de ne pas pouvoir exprimer le contenu de nos études et notre curiosité et le fait qu'on soit intéressé par plein de sujets à cause de la législation, c'est catastrophique. Enfin, il n'y a pas que la législation, mais les États-Unis, par exemple, et la Chine, aujourd'hui, ont un avantage énorme, c'est qu'ils ont des concentrations de talent. Bah, la Silicon Valley, c'est rien d'autre qu'une concentration de talent. Et donc, toi, quand tu crées ta boîte là-bas, en fait, c'est très facile aussi de recruter. Après, il coûte cher aussi. Ça coûte cher, mais... Calgolia, ils ont tout leur team tech à Paris, parce qu'il y a un vrai avantage à avoir des... Mais la concentration aussi fait l'innovation. Et ce qui est dingue, c'est qu'on l'a fait pour l'aviation. C'est-à-dire, en fait, faut se rappeler quand même, dans les années 60-70, t'avais Boeing, Lockheed Martin, Douglas. Enfin, il y avait plusieurs constructeurs américains. Ils étaient leaders total. C'est-à-dire que nous, en Europe, on faisait des avions, on les fabriquait à 20 unités, quoi. Ça marchait pas du tout. Donc, en fait, il y avait Fokker. Nous, en France, on avait des avions de chez Dassault, on avait Nord Aviation, Sud Aviation. Enfin, tout ça, ça a été, à un moment, l'Europe a dit,
Bah, en fait, plutôt que tous à côté, vous fassiez un bout de truc, eh ben, on va faire un truc ensemble et on va le faire. Mais par contre, on va y mettre les moyens, on va le faire très bien. Bah, aujourd'hui, enfin, il y a juste, enfin, tout le monde rigole de Boeing, mais enfin, il y a Airbus qui est passé en face et c'est du solide. Tu vois, Airbus, c'est solide et on rigole pas de nous. C'est quoi qui a fait la différence d'ailleurs? Comment ils ont réussi à rattraper un aussi grand retard en décennie? Mais en fait, c'est juste le retard, il était pas en termes de compétences. En fait, on savait le faire. Puisqu'en fait, plutôt que de faire tous un bout de truc à côté, en fait, on s'est mis ensemble, on a fait déjà un avion, une marque. Donc c'est le premier avion, c'était l'A300. Et puis vraiment, on y a mis tout notre amour d'Européens, quoi. Donc, on s'est dit, parce que oui, les Européens, on a la réputation d'être bons ingénieurs, mais tu sais, c'est un peu le délire d'ingénieur. Donc on s'est dit, bah l'avion, on va le faire plus léger, moins cher, on va mettre des commandes électriques de vol dedans, on veut qu'il consomme 30% de carburant en moins, enfin, tu sais, le délire d'ingénieur. Très bien. L'avion, on essaie de le vendre, personne en veut. Alors là, tu te dis, c'est risible, les Européens sont vraiment nuls, ils savent pas vendre un avion. Mais c'est qu'en face, t'avais les Américains, fait comme avec OpenAI et tout, enfin, ils écrasent le marché, ils ont leur réseau de communication, de distribution. Donc les compagnies, elles achètent américains. Leur marque aussi, ouais. Airbus, dans un élan de désespoir, ils vont voir une compagnie américaine et ils leur disent, pour les avions, on vous les file gratos, hein, puisque personne n'en veut. Allez, tu sais, un peu la méthode Bernard Tapie, quoi. Allez, on vous les prête gratos, utilisez. Donc t'as une compagnie aérienne américaine, je crois qu'ils ont 12 Airbus gratos. C'est les seuls utilisateurs. Et en fait, vrai ah oui, 100% vrai. Toujours aujourd'hui, ils les ont. Ah bah non, mais ça fait dans les années 70, donc c'est fini maintenant. Mais et en fait, ils voient que les operating costs, enfin c'est très important l'operating cost pour les compagnies aériennes, sont inférieurs de 30%. Genre c'est énorme. Enfin t'imagines, c'est de la marge brute le truc. Et là la compagnie se dit, oh putain, c'est un truc de dingue. Mais en fait, ils achètent un Airbus et puis bah du coup tous les concurrents, bah qu'est-ce qui se passe? Bah mince, notre concurrent ils sont 30% moins chers maintenant. Bah on achète Airbus et hop, Airbus ça fait comme ça. Et là, timing parfait. Timing parfait. Juste en se regroupant. C'est encore l'histoire qu'ils ont bon produit, mais ils savent pas le vendre, quoi. Ouais, mais bon là vraiment, ils ont réussi par un coup, il y a peut-être un peu de chance, enfin d'être au bon endroit au bon moment. Et je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire dans l'hébergement. Je vois pas pourquoi on pourrait pas mettre Heitner et Scaleway ensemble. Non, OVH non, on va les laisser à côté, ce qui sont nuls. Et je vois pourquoi en IA, on pourrait pas mettre, tu sais, on pourra faire un espèce de concurrent à TSMC avec ST et... C'est que t'as toujours la préférence nationale. Les Allemands peut-être préféreront aller vers des hébergeurs allemands, les Français vers des hébergeurs français. En fait, on en revient au problème qu'on est des pays, en fait, dans une communauté qui est l'Union européenne. Alors que les Américains, en fait, enfin, moi, je suis en Californie, je m'en fous si j'achète des serveurs à une boîte qui est en Floride, tu vois. Ouais, mais tout le monde est content d'aller dans un avion Airbus, et puis le français, il dit, oh là là, c'est français, et puis l'allemand, il se dit, ah, c'est allemand. Il y a quand même des billets de choix, je pense. Je pense que pour les produits tech, ça se lisse un peu quand même. Ouais, pour l'hébergement, je pense pas. Il y a aussi l'aspect où sont tes serveurs géographiquement. C'est vrai, mais mais comme tu dis, tout mettre ça permet de... Oui, aujourd'hui, ça c'est un truc encore de la GDPR. Oui. Où sont hébergés vos serveurs sur Internet? Enfin, tu vois, genre, ça n'a aucun sens que on doit mettre un serveur à un endroit. Alors aujourd'hui, la police ne débarque plus parce que l'argument, ça peut être le système, enfin la police, tout ça, les histoires de data, extraction de disques durs, mais en fait, ils font plus ça aujourd'hui. Ils le savent déjà. Ils le savent déjà. Je veux dire, ils vont pas débarquer dans le data center pour extraire le disque dur de son serveur. Et je dois ajouter un truc, c'est que quand tu commences ta boîte, il y a ce que tout le monde dit autour de toi, et quand tu es dans un environnement morose où tout le monde se plaint de la législation, des taxes, etc., ça c'est un biais aussi, je pense qu'on avait au début, c'est que tu te dis, ok, bah je vais pas le faire là, en fait, parce que tout le monde dit que c'est horrible. Genre, toi, tu connais rien, par exemple, du système de taxation, législation, etc., mais vu que tout le monde autour de toi, les adultes, entre guillemets, qui sont beaucoup plus âgés que toi et qui l'ont fait, arrête pas de se plaindre, en fait, de ça. Toi, tu vas dire, ok, bah moi je vais pas faire cette erreur-là, je vais le faire ailleurs, en fait. Et il y a aussi l'espèce de, je sais pas si on peut appeler ça l'imaginaire collectif, mais l'ambiance collective, en fait, qui, toi, en tant que nouvel entrepreneur qui arrive, tu pars direct, en fait, au lieu de commencer là. Alors, en fait, c'est pas forcément vrai. C'est ça que je veux dire. Pour pouvoir partir, parce que ça coûte cher, s'expatrier.
Pas donné à tout le monde. Ah, mais c'est vrai, hein. J'aurais pas Oui, il tué. y a un truc qui s'appelle l'exit tax aussi. Oui, je veux dire, le mec qui démarre sa startup qui pense déjà à s'exiler, à mon avis, il a rien compris au monde de l'entrepreneuriat. Enfin, Ouais, monte d'abord ouais. ton truc, essaie de faire un truc, ça peut Bien sûr. prendre 10 ans avant que ça marche. Donc, sois patient et après tu penseras à tous ces trucs-là. Et je veux dire, il faut faire attention à à ne pas dégrader l'imaginaire collectif de quelque chose. Tu vois, parce que Ouais. Le positivisme, l'optimisme, etc. Parce qu'en fait, le négativisme qui peut se créer à cause d'une nouvelle législation peut s'installer dans la durée sur les générations prochaines. Mais c'est l'effet Yann Lequin, quoi. C'est terrible qu'on l'ait pas en France. Ouais. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a plus d'argent. Il a combien? Il a 1 million d'euros plusieurs millions d'euros. Alors de 1. Mais bon, tu rajoutes après, à un moment, s'ils augmentent les taxes, si tout ça. Mais après, Yann Lequin, il fait quand même des conférences en français sur plein de médias, etc. Il éduque aussi la population, tu vois, sur plein de trucs. Donc en fait, en fait, tu veux que je te dise un truc? Moi, je pense que tu nais français, tu meurs français. Et qu'à un moment, tu pourras essayer d'être plus thaïlandais que les Thaïlandais, ou plus marocain que les Marocains, ou plus américain que les Américains. Tu meurs français, tu vois ce que je veux dire? Bah, donc à un moment, comme tous les peuples, en fait. Hein. Et donc t'as toujours envie d'aider les Français. Après, comme t'as raison, tu peux partir et du coup tu perds T'enlèves une contribution quand même à ton pays. Enfin, déjà une propriété intellectuelle qui s'en va. Tu sais, je te parlais des vaches à lait. Un pays a besoin de vaches à lait. Enfin, aujourd'hui, c'est les boîtes du CAC 40, mais c'est un problème qu'on n'ait pas de nouvelles boîtes en France qui arrivent dans ce classement. Enfin, tu vois, quand je te dis des vaches à lait, c'est des boîtes qui ramènent qui rayonnent, qui ramènent des revenus. Enfin, je vois pourquoi on aurait pas un LVMH, la tech. Mais est-ce que c'est vraiment la faute des politiques, ça, tu vois? Parce que, en soi, est-ce que c'est pas nous qui avons été moins bons que les Américains en tant qu'entrepreneurs aussi, tu vois? C'est une nation entière. Mais il y a un moment, faut se remettre en question. Et voir, c'est une histoire d'introspection, et c'est pour ça que c'est pas top de voir tout ce qui se passe en termes de régulation, parce qu'il y a un moment, en fait, on tue le bébé avant que, enfin, je sais pas comment. Bon, en tout cas, vous êtes pas très optimiste pour. Mais si, on est vu en. Laisse-nous un peu bitcher sur. Tu nais français, tu meurs français, mais on est français après tout à râler. Comment on le fait? Ouais. D'ailleurs, j'avais une question, ça n'a pas forcément à voir avec l'Europe, mais c'est plutôt pour toi, Yael. À quel point c'est difficile de gérer soi-même tous ces Nvidia, etc. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, ou finalement, au bout d'un moment, quand t'es à l'aise, ça va quand même assez vite? Ou Tu parles de gérer son propre serveur day? Ouais, d'avoir une RAM et un dock avec tous ces. Je pense qu'il faut être curieux et en fait, ça dépend moi, le principal problème, c'est qu'il faut pas être en production avec ce que tu es en train de faire jusqu'au moment où tu es assez sûr pour l'être. Et là, nous, on y arrive tout juste. Ça a pris 6 mois quand même. Oui, il faut, c'est beaucoup d'itérations, beaucoup de temps humain qui est passé sur le sujet. Et là, en fait, entre le moment où tu commences à te dire je vais le faire et le moment où ça fonctionne vraiment, il est assez long pour que ça puisse décourager beaucoup de monde. Et par contre, il y a pas beaucoup de. Puis il y a aussi, enfin, en fait, nous, on a eu accès à. Moi, j'avais Baptiste en background, dans les. Moi, j'avais ChatGPT avant pour m'aider. Donc, en fait, j'avais déjà eu j'avais beaucoup d'aide extérieure, donc ça m'a quand même fait gagner beaucoup de temps. Mais je pense que c'est quand même un effort assez conséquent. Et puis, il y a un des plus gros, un des plus gros pain points pour entrer là-dedans, c'est de mettre 2 000 euros dans une 4090 en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est la raison principale pour laquelle 80%, 90% des apps DI actuellement c'est des wrappers pour ChatGPT, Claude, etc. En fait, c'est un upfront investment qui est gigantesque. Et nous, on a besoin d'un GPU pour faire tourner notre infrastructure pour l'instant. En réalité, on pourrait en avoir 10. Je serais content d'en avoir 10, tu vois. C'est juste que ça coûte 30 000 euros d'en avoir 10. Du coup, il y a quand même un upfront investment qui est gros, et en plus le fait d'arriver au stade où c'est production ready, ça prend du temps. Du coup, tu dois l'alimenter en courant, les coupures d'électricité, c'est pour ta pomme. Ouais. Il y a. Enfin, t'as pas toute l'infrastructure d'un hunter autour de toi. Ah non, pas du tout. Et je me demande, est-ce que si tes serveurs, si tu les fais en mode serveur avec des cartes graphiques consumer, t'as le droit de les mettre dans un data center en termes de licence Nvidia? Non, je crois pas. Alors, même si c'est toi qui les fabriques. La licence, pas de problème, c'est ton serveur, donc il y aura pas de problème. Le problème, c'est juste, je sais pas, à Nantes ou à Paris, t'as des trucs de colocation en data center, et ils vont te refuser tes serveurs parce que s'ils mettent une caméra thermique dans les baies,
Ouais. Ils vont voir que tes serveurs, ils sont en train de ventiler de l'air chaud, pas comme il faut, quoi. Ouais, donc, tu... Regarde sur ton pull, tu as Ah, oui. les cartes graphiques que tu as sur ton pull, c'est les cartes graphiques data center. Et elles sont faites pour qu'en gros, elles soient dans un environnement qui est clos et qui a une température régulée. Et du coup, en fait, ça permet de ne pas avoir, dans le PC en tant que tel, une station de refroidissement. C'est vrai qu'il y a un flux d'air constant qui se fait dans l'endroit où elles sont stockées. Ouais, elles sont passives. Où elles sont hébergées. En fait, du coup, tu as un refroidissement passif qui se fait avec la carte. Et après, tu as un contrôle de la température dans la pièce qui se fait. Avec nous, moi, c'est un PC de gaming que j'ai. Hein, ouais. Du coup, il y a j'ai pas regardé encore combien ça m'avait coûté en électricité. Je pense que c'est pas énorme. Je monitore la consommation électrique du PC en tant que tel. C'est, je sais pas, il a 600-700 watts, un truc comme ça en continu, donc c'est quand même pas mal. C'est idéal en hiver. Mais voilà, c'est idéal en hiver, en fait. C'est qu'il y a moi, je vais pouvoir couper le chauffage de mon salon, il va être coupé grâce à ça, en fait. Donc ça s'équilibre. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai, hein. En fait, c'est vrai, hein. Si tu mets ta main au-dessus de l'ordinateur, C'est chaud. t'as un flux d'air. Ça produit de la chaleur brute, en Voilà, fait. exactement. C'est un radiateur. En été, quoi. Voilà, exactement. Et en été, oui et non, parce que vu qu'on a les fenêtres ouvertes tout le temps. On a eu de la chance. Eh ben voilà, on a une idée de business model, les gars. On a résolu deux trucs, les problèmes énergétiques en Europe et l'AI. Moi, par contre, on met des serveurs chez les gens. Je suis sûr d'un truc et je fais une prédiction, c'est que je pense que d'ici 10, 15, 20 ans, il y a beaucoup des stations des radiateurs qui seront des GPU. Du compute, en fait. Ouais, du computing. Enfin, il y a aucune logique qui est d'utiliser des condensateurs pour faire du je te donne le radiateur gratuit, inutile, juste une résistance chauffante. Exactement. Autant là, je suis en train de regarder l'ordinateur qui fait notre inférence chez nous. Je me dis, mais si je pouvais me chauffer que comme ça, je me chaufferais que comme ça, j'aurais 4 serveurs au lieu d'un seul. Ça serait énorme. C'est pas con, mais en même temps, tu mets un truc en mode radiateur. Non, mais c'est comme le truc du tapis, en fait, tu files le radiateur aux gens, tu dis, écoute, c'est gratuit, tu le branches juste. Attends. Et tu payes l'électricité, mais t'as même pas d'antenne. Tu vois, il y a une boîte. Ils branchent pas Internet, hein. Il y a une boîte, derrière moi, là, Voltalis, qui est venue chez moi, et c'est dans toute ma copropriété, du coup, ils installent ça dans tous les appartements. En gros, ils installent un boîtier qui monitore le radiateur. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils... Le chauffage collectif? Ouais. Et en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils régulent la température chez toi, qu'elle soit toujours autour de 20 degrés. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent l'électricité en profitant des creux et tout ça, pour récupérer de l'argent, du coup, grâce à ça. En fait, je me dis déjà, c'est très intelligent comme truc, je trouve. En fait, je me dis s'il y avait un truc pareil, mais qu'en plus, à l'intérieur du radiateur, il y avait un GPU, c'est un business de malade mental. Ouais, en plus, tu peux faire de l'argent, ouais. Voilà. Parce que, du coup, les gens, ils te payent pour se chauffer. Déjà, tu peux faire baisser drastiquement le coût du chauffage. Parce que, du coup, la boîte qui te fait héberger le radiateur chez toi, elle est capable de faire de l'inférence et d'avoir un GPU qui tourne en continu. Et du coup, les gens, déjà chez eux, ils ont un chauffage qui est là constamment et qui coûte beaucoup moins cher. Et en plus de ça, derrière, il y a une boîte qui est capable d'avoir un cerveau programmable avec laquelle elle peut faire ce qu'elle veut. Le problème, c'est la dépréciation du matériel, quoi. Technologique. Ouais, mais bon, je pense que d'ici 10-15 ans, l'infrastructure, on sera au clair sur ce qu'on est capable de... Ouais, peut-être. Ouais. Sur ce qu'on peut faire, ce qu'on veut faire, en fait. Parce que là, on pourrait avoir des grosses ruptures en ce moment. Parce que je crois qu'il y a Intel et AMD qui travaillent sur leurs propres cartes. Enfin, il y a plein de gens qui travaillent sur la carte. AMD, ils sont très très bons, hein, ça. Ouais. Donc on pourrait avoir dans 2 ans la 4090 là qui sert plus, qui est complètement. Ah mais oui, complètement. Oui. Ah, oui. Même. Et qui vaut plus que 500 € sur. Je pense oui. Mais en fait, si tu regardes dans le gaming, c'est déjà à peu près ce qui se passe. Hein. Les cartes graphiques, quand elles sortent, elles valent un prix qui est fixe par Nvidia. Et du coup, t'as tous les constructeurs qui ont la licence pour faire les mêmes cartes graphiques, qui s'alignent et qui tournent autour du même prix. En fait, petit à petit, tous les prix descendent. Et si tu regardes les graphes sur Internet des prix des cartes graphiques, du coup, tous les ans, vu qu'il y a tous les 2 ans ou tous les 2 ans, parce que Nvidia, c'est pas tous les ans que ça sort, il y a une baisse drastique du coup. Et c'est ce qui va se passer pour la nôtre, mais c'est ce qui va passer pour ce qui se passe pour toutes les autres, tu vois. Oui, ça va baisser, c'est sûr. Et puis, pour l'IA, il y a aussi un autre truc, c'est que il y a la courbe inverse, le hardware s'améliore, et surtout le software, on en est au tout début, en fait. Enfin, pas au tout début, mais on en est... Tu sais, les Transformers, tout à l'heure, on dirait qu'il y allait certainement avoir une autre infrastructure qui allait arriver. En fait, ça s'optimise tout le temps. Ça s'optimise tout le temps. En fait, du coup, il y a non seulement le prix des GPU qui va baisser, mais surtout la capacité. Et le monopole aussi de CUDA, quoi. Ouais. Mais ouais. Qui, une fois éliminé, en fait, je pense, baisse le coût énormément, puisqu'il active la concurrence. Exactement. Donc, on pourra faire tourner nos modèles sur des GPU AMD, en fait, on dit les TPU. On dit que Nvidia, c'est les meilleurs et tout en IA. C'est juste qu'en fait, Nvidia, ils ont été très forts il y a 10 ans de se dire, en fait, une carte graphique de gaming, on pourrait faire du machine learning avec. C'est vraiment les premiers. Donc, en fait, tous les logiciels, en AI, le training, enfin, tout ça,
ça utilise à chaque fois que de NVIDIA. Même si tu pourrais le faire avec une carte graphique à l'époque AMD, bah il y avait pas le tooling pour. Il y avait des alternatives, je crois, Open Compute, je sais plus exactement comment ça s'appelait. Oui, il y en a plein, OpenMP. J'avais parlé à un gars qui disait, en fait, j'ai tout essayé, mais en fait, finalement, je reviens à CUDA, quoi. Oui. C'est quoi CUDA, en fait? C'est la suite de drivers d'NVIDIA pour faire de l'IA sur leur GPU à eux. C'est une abstraction qui te permet de lancer des opérations. C'est tout un truc de tooling pour ça. Mais AMD, ils ont la même chose. Même les GPU AMD aujourd'hui sont plus performants que les GPU de chez NVIDIA, mais ils ont pas ce truc-là. Enfin, ils ont un truc équivalent à CUDA chez AMD. C'est juste que personne n'est compatible avec leur machin, quoi. En fait, l'écosystème il évolue tellement vite que du coup, vu que tu sais, il y a ce truc de rush vers l'AI, comme la rue vers l'or. C'est comme si d'un coup on nous disait de changer de pioche en fait. Et le truc c'est que ça fait tout le monde utilise la même pioche. Intel, il y a eu l'instruction set i300, je sais plus combien. 386, ouais. Voilà. Intel a été, ça a été les rois du pétrole dans les années 80, 90. Tous les PC Windows, Linux, tout le monde est sur Intel. Et c'est qu'aujourd'hui où en fait, à un moment, on se rend compte que ARM, en fait, ça va plus vite. Et alors, au début, ça met du temps, et puis à un moment, en fait, la transition, elle se fait, et elle est enclenchée. Enfin, aujourd'hui, nos Mac sont plus sur Intel, ils sont sur ARM. Et il a sont tellement plus puissants qu'en fait, on peut émuler... ce qu'ils mettent en série, les... Intel a essayé de se révolutionner à un moment avec le Itanium. Oui. C'est une architecture qu'ils ont créée eux-mêmes, qui était bien plus efficiente pour tout ce qui était multicore que le x86, enfin x64 qu'on utilise tous sur les plateformes Intel. Et en fait, le marché n'en voulait pas. Et du coup, en fait, finalement, parce que tu sais, t'as créé un standard. Et en fait, c'est tellement compliqué de faire évoluer tes systèmes, ton software qui est compilé pour un instruction set donné. C'est pareil avec CUDA, en fait, du coup. Ça peut prendre des décennies, en fait, parfois, de faire le switch. Là, Apple a une chance, c'est qu'il contrôle complètement la plateforme. Enfin, c'est propriétaire, c'est contrôlé. Il y a Rosetta qui permet de transpiler les instructions Intel en instructions ARM pour faire tourner des programmes Intel sur les processeurs Apple. Mais avec Itanium, c'était genre trop révolutionnaire, en fait. Et du coup, ils ont arrêté le projet. Alors que c'était vraiment le processeur Intel du futur qui aurait été bien meilleur que ce qu'on avait sur... Et du coup, les gars, vous avez un truc sur lequel vous voulez conclure sur l'AI pour sur un rapport avec le SaaS ou n'importe quoi, ou sur l'industrie de l'AI? Ah ouais, j'ai fort espoir à ce qu'on ne devienne pas le tiers-monde de l'AI. Non, soyons positifs. Moi, je dirais que un truc qui m'enthousiasme beaucoup, c'est le fait que beaucoup de boîtes prennent le chemin de l'open source. Et que, du coup, malgré l'absence pas l'absence, mais le faible entrepreneuriat autour de ce sujet-là en France, en Europe, on est quand même accès à l'IAMA, au modèle de Meta, et à beaucoup de modèles open source qu'on est Hugging Face qui nous permettent d'y accéder très facilement aussi. Je trouve ça, moi, c'est ce qui me rend enthousiaste autour du sujet, c'est qu'on soit pas dans une close garden, quoi. Exactement, forcé de devoir utiliser l'API de ChatGPT ou l'API de Claude ou l'API de ces boîtes-là pour s'en servir. Je trouve moi j'ai toujours adoré self-host des trucs et pouvoir les faire tourner chez moi et comprendre comment ça marche. Ouais, mais c'est pas très compliqué finalement. Exactement. Et d'avoir ça, c'est très enthousiasmant, je trouve. Et en fait, je dirais qu'on imaginait tous, je pense il y a quelques années, que l'âge de l'AI, ce serait des modèles justement closed source, comme tu dis. Des gated, on va dire, models. Et en fait, j'ai rien compris quand j'ai vu la quantité de modèles open source sur Hugging Face et l'incentive finalement les boîtes comme Facebook avaient à release leurs modèles en open source. Et au final, c'est une opportunité énorme pour tout le monde. Ça a créé une opportunité. Mais eux, ils vendent de la pub. Et en fait, c'est une manière de dire à tout le monde, on est une boîte d'AI. Oui. Alors qu'en fait, ils vendent rien d'AI. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Puis ça donne c'est une manière de justifier les investissements colossaux qui sont faits pour ces modèles. En fait, ça leur donne une image très positive aussi. Oui. Je pense que l'image de Meta et de... Ouais, et puis attends, ils arrivent avec les lunettes aussi, hein. Ouais. Je pense que l'AI fait vraiment sens dans leur... Là, ils se sont plantés avec la réalité augmentée, complètement. Oui. Tu trouves? Sur les lunettes de Facebook? Je crois vachement, hein. Ils utilisent... le métaverse. Il s'appelle Meta, quand même. Ah non, tu parles c'est la réalité... le métaverse. Le métavers. Oui, non, mais Facebook. Alors désolé, Meta du coup, mais ils ont Instagram, WhatsApp et du coup Facebook. Plus personne n'utilise Facebook, enfin peut-être à part nos grands-parents. Je pense que c'est les générations plus et nos parents.
Et là, ils se disent, on a une vision, en fait, on veut du métaverse. Bon, personne n'a touché ce truc de près, enfin même les lunettes, genre les partenariats avec Ray-Ban et tout, genre personne n'utilise ça. Ah si, moi je connais quelqu'un qui utilise ça. Hein. Bon, c'est marginal, c'est vrai. Toi, t'en as, non? Non, mais par contre, les nouvelles de Meta là qui sont sorties, qui ont montré hier, je vois des cas d'utilisation. Par contre, comme tu disais, ça remplacera pas mon smartphone. Ouais. Ça. Mais non, mais c'est un truc, c'est nice to have, mais ça casse pas. Genre, c'est méta quoi. Genre, il fait des milliards et des milliards, mais leur vache à lait, c'est pas du tout le métaverse. Ils en sont loin. Et je pense que l'AI, c'est un moyen pour eux de corriger ça. Et de se dire, vous voyez, on n'est pas des ploucs, quoi. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils devaient développer des modèles de modération. Exactement. Et leur team de modération, servait à ça, ouais. Ça donne une autre image à Mark Zuckerberg aussi, qui était très dans une dynamique de changer son image dans le grand public. Et... Exactement, il a réussi son image. Et voilà, exactement ça. Là où, voilà, Sam Altman passe pour un connard, Zuckerberg, il passe pour un chevalier blanc, quoi. Exactement. On se croirait dans Silicon Valley, la série. Ouli versus... Ouais, mais c'est un peu ça. Ça ressemble de plus en plus quand même. Enfin, ça, il y a toujours ressemblé, en fait. J'entends pas beaucoup de gens parler de cette série en Europe, de Silicon Valley, mais je trouve que c'est plus une parodie, en fait. Ouais. Ah ouais, tu sais... D'ailleurs, je pense qu'on recommande tous fortement de regarder cette série. Ah ouais, c'est assez... Moi, je pense qu'il y a un truc aussi qui est fascinant, c'est que des fois, la réalité, elle dépasse la fiction, mais énormément. Et ça fait bader, mec. Oui. Parce que tu te dis, il y a des trucs qui se passent, c'est la réalité, en fait, mais ça dépasse la fiction. Par exemple? Par exemple, les élections américaines, d'avoir un grand-père qui se présente Biden contre un autre grand-père qui s'appelle Trump. Tu te dis, mais comment on a pu arriver là-dedans? Donc là, en fait, on fait référence au film Idiocratie qui était sorti il y a des milliers de talkie-walkie et de pagers qui explosent. Ouais, ça c'est aussi un autre film d'espionnage. Ouais. Téhéran, du coup, la série. Téhéran, c'est le bureau des légendes. Et même eux n'auraient pas imaginé ça. Hein. Clairement, ouais. Ça, c'est un autre sujet. Ou alors, celui-là, il est vraiment pas. Même Musk, c'est ce qu'il raconte sur Twitter, des fois, ça dépasse la fiction aussi, tu vois. Moi, j'allais dire Elon Musk. T'as plein de cas comme ça où plus le temps passe, plus tu te dis, en fait, moi j'appelle ça des bugs, en fait. Et je me dis, si on est dans une matrice, il y a vraiment des trucs qui sont fictionnels, quoi, qui sortent. C'est clair. C'est hallucinant. Pour le coup, Musk et, du coup, Gavin Belson dans Silicon Valley, est-ce que c'est pas troublant à quel point sa personnalité et la manière dont il interagit, moi je trouve qu'il y a quand même un truc pour faire un appart. Gavin Belson, non, parce qu'il est pas technique, tu vois. Mais c'était pas inspiré d'Elon Musk directement en plus. Ils ont pas pris le trait. C'est vrai qu'il est pas technique, mais il y a un truc de. Plutôt Tony Stark, tu vois. Ouais. Écoutez, on va terminer sur ça. Et d'ailleurs, moi j'ai vu que la première saison de Silicon Valley, donc je vais regarder les autres. Ah ouais, vas-y, c'est fantastique. C'est mieux en mieux. Un documentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et puis à mettre un commentaire s'il y a des sujets que j'ai abordés. Et on va faire des dîners un peu plus souvent comme ça. Donc bonne journée, bonne soirée à vous. Je sais pas quand c'est ce que vous écoutez et puis à bientôt. Passons au dessert. Merci.